S'il vous plaît, partez. L'épouse du vice-président exécutif et son fils sont déjà en haut. La voix froide et tranchante de l'assistante de direction résonna dans le hall en marbre, me faisant douter de mes propres oreilles. À l'extérieur de l'immense atrium en verre du gratte-ciel, situé dans le quartier d'affaires de la Défense à Paris, une pluie d'automne implacable fouettait les vitres avec une fureur glaçante. À mes côtés, une petite main chaude serra fortement mes doigts. Ma fille de 6 ans, Céleste, me regardait avec de grands yeux anxieux. « Son épouse ?» demandai-je à voix basse, gardant un ton serein. « De quoi diable parlez-vous ? Je suis la femme d'Amaury. » Ludivine Garnier, la secrétaire personnelle de mon mari, laissa échapper un ricanement sec et moqueur. Son regard parcourut les manteaux bon marché de près, à porter, que Céleste et moi portions nous évaluant comme si nous étions un cas social. À cet instant précis, un frisson glacial me parcourut le dos. J'eus la certitude nauséabonde que quelque chose avait horriblement, catastrophiquement déraillé. Le siège social où nous étions venus pour faire une surprise à mon mari après le travail s'était instantanément transformé en un champ de bataille hostile. Mais ni mon mari, ni cette secrétaire arrogante ne connaissaient encore la vérité. Ils n'avaient aucune idée qu'en silence derrière moi se tenaient 3 frères aînés d'une puissance redoutable, exerçant une influence immense tant dans les plus hautes sphères du pouvoir de l'État français que dans les réseaux les plus profonds et dangereux des abysses financiers. Ils n'avaient aucune idée qu'à partir de ce soir, les vies confortables et privilégiées qu'ils avaient bâties dans mon dos étaient vouées à s'effondrer dans une explosion dévastatrice. Tout avait commencé par une froide après-midi de samedi à la fin de l'automne. « Maman, papa a dit qu'il finirait tôt, aujourd'hui, n'est-ce pas ?» avait demandé Céleste, balançant son petit parapluie rouge avec une joie pure. « Bien sûr que oui, ma chérie, » avais-je répondu en lui souriant. Il a dit qu'il devait juste faire une brève apparition au gala de la fondation de l'entreprise ici dans le bâtiment principal et qu'il rentrerait directement à la maison. C'est pour ça qu'on va lui faire la plus grande des surprises. Mon mari, Amaury Vasseur, était le vice-président exécutif d'Horizon Bâtisseurs, associé à une importante entreprise de promotion immobilière de taille intermédiaire à Paris. C'était un homme qui avait été propulsé au comité de direction à un rythme sans précédent il y a 3 ans. Tout cela grâce aux investissements financiers massifs de ma famille et au soutien tacite et invisible de mes frères. Amaury avait l'habitude de me prendre les mains, de me regarder dans les yeux et de dire « Olympe, merci infiniment de toujours me soutenir dans l'ombre ». À cause de ces mots tendres, j'avais placé toute ma confiance en lui, me consacrant entièrement à l'éducation de notre fille et à l'entretien de notre foyer. Ce soir-là, Céleste avait insisté pour sortir sous la pluie battante, car elle avait quelque chose de très spécial qu'elle mourait d'envie de montrer à son père. Serré fermement dans ses petites mains, il y avait un collier en papier qu'elle avait fabriqué dans son cours d'art plastique à l'école, présentant un portrait dessiné à la main, un peu de travers du visage souriant, d'Amaury. Alors que la pluie s'intensifiait à l'extérieur, nous sommes entrés dans le grand hall du siège d'Horizon Bâtisseurs à la Défense. L'espace grouillait d'hommes en smoking sur mesure et de femmes portant d'éblouissantes robes de soirée, de grands couturiers, tous se mêlant aux riches dirigeants d'entreprise et aux politiciens parisiens. « Maman, cet endroit est très chic », murmura Céleste émerveillée. « Papa travaille vraiment dur dans un si grand bâtiment. » Nous nous sommes dirigés vers le comptoir de réception avec l'intention de demander à un membre du personnel que je connaissais de prévenir Amaury de notre présence. Mais notre chemin fut brusquement bloqué par la secrétaire d'Amaury, Ludivine Garnier. Ludivine savait parfaitement que j'étais l'épouse légitime d'Amaury. Je lui avais parlé au téléphone des dizaines de fois pour organiser les cadeaux de fin d'année des clients et j'avais visité le bureau en personne pour déposer des documents juridiques oubliés. Pourtant, son attitude ce soir était totalement méconnaissable. Vêtue d'un luxueux tailleur de créateur, elle nous regarda de haut avec un mépris non dissimulé. « Mon Dieu, Olympe, que faites-vous ici ?» demanda Ludivine, la voix dégoulinante de condescendance. « Le gala de ce soir est strictement réservé aux invités de l'entreprise et aux membres de la famille. »« Bonsoir, Ludivine. Je vois que vous travaillez tard. »
dis-je en offrant un sourire poli. J'ai amené Céleste pour surprendre. Amaury. Ludivine laissa échapper un rire cruel et narquois. Le surprendre, oh, je suis sûre qu'il serait surpris. C'est bien beau, mais franchement, votre présence ici n'est rien d'autre qu'une immense gêne. La famille légitime du vice-président exécutif assiste déjà au gala là-haut. Sa famille légitime. Mon esprit devint complètement vide. Oui, sa magnifique fiancée, son adorable petit garçon et sa future épouse, déclara Ludivine froidement. Vous avoir ici planté en bas est d'un très mauvais goût. Je vous suggère de faire demi-tour et de partir immédiatement avant que je ne sois obligée d'appeler la sécurité du bâtiment. Sa voix n'était pas excessivement forte, mais elle avait suffisamment d'autorité glaciale pour percer le murmure ambiant du hall. Je pus sentir le regard piquant de dizaines d'invités de la haute société se tourner vers nous. « Regardez par là !» chuchota une femme de manière très audible. Cette femme prétend vraiment être l'épouse du vice-président. Quelle honte! Quelle honte! Une autre voix intervint. Tous ceux qui sont à l'intérieur savent que sa véritable compagne est cette éblouissante héritière avec le petit garçon. Les murmures venimeux poignardèrent mes oreilles sans pitié. Je restais figée en état de choc, temporairement privée de ma voix. Je ne pouvais pas comprendre le cauchemar qui se déroulait devant moi. J'étais l'épouse légale d'Amaury, et Céleste était sa seule enfant. Comment pouvait-il y avoir une autre femme et un autre enfant l'attendant dans la salle de bal? « Maman, où est papa? Cette dame me fait peur », pleurnicha Céleste, tirant désespérément sur l'ourlet de mon trench-coat. Sa voix tremblante me ramena à la réalité. Instantanément, je posai un genou à terre et couvris doucement les deux oreilles de Céleste avec mes mains. Je ne pouvais pas permettre qu'un seul mot de plus de ces ordures toxiques n'empoisonne le monde innocent de ma fille. Me mordant la lèvre inférieure, je luttais pour réprimer l'éruption volcanique de rage et de douleur qui menaçait de secouer tout mon corps. Je me relevai et fixai mes yeux sur Ludivine, la regardant avec une clarté absolument glaciale. Cette femme avait commis une erreur de calcul fatale sur qui j'étais réellement. Elle croyait sincèrement que je n'étais qu'une femme au foyer soumise et surprotégée qui ne connaissait rien au fonctionnement du monde réel. Sans rompre le contact visuel, je glissai silencieusement la main dans la poche de mon manteau et sortis mon téléphone portable. Je composai un numéro et le laissai clignoter sur l'écran. C'était la ligne privée directe de l'homme en qui j'avais le plus confiance au monde et l'homme dont le pouvoir terrorisait tous les autres. Mon troisième frère est né. Je ne sais pas qui vous croyez appeler, mais ça ne vous servira à rien, rit Ludivine, voyant mes jointures blanchir autour du téléphone. Vous appelez qui votre pauvre mère dans son village paumé du Massif central pour pleurnicher? Ces mots étaient chargés d'un mépris indubitable et d'une moquerie de classe. Je ne daignais pas répondre à sa provocation. Je me contentais de regarder l'écran pendant que la ligne se connectait. Ludivine était absolument convaincue que je venais d'un milieu modeste luttant pour boucler les fins de mois. Et honnêtement, c'était logique qu'elle le pense. Quand j'ai épousé Amaury, j'avais intentionnellement gardé les véritables détails de ma lignée dans le secret le plus absolu pour lui. Mon nom de jeune fille est de Rochechouart, Olympe de Rochechouart. En France, quiconque opère dans la haute finance, la politique nationale ou l'immobilier de prestige connaît la dynastie de Rochechouart. Ma famille est un empire de vieille noblesse et de capitaux anciens qui exerce une influence massive et silencieuse sur tout le pays depuis des générations. J'ai été bénie avec 3 frères beaucoup plus âgés qui m'ont élevée comme une princesse après le décès de nos parents. Mon frère aîné Thibaut de Rochechouart a été élu député à l'Assemblée nationale à un âge remarquablement jeune et est largement considéré comme un candidat principal pour devenir le futur Premier ministre. Mon deuxième frère, Gauthier de Rochechouart, est le vice-président exécutif et directeur du crédit de la Banque souveraine du patrimoine, l'une des institutions financières les plus puissantes du CAC 40. Et mon troisième frère, Balthazar de Rochechouart, opère dans l'ombre, publiquement. Il est le PDG de Rochechouart Capitaux, un colossal fonds de capital investissement. Mais en privé, il est le maître incontesté du renseignement souterrain de la sécurité privée et le nettoyeur de crise des plus grands groupes du continent. En tant que petite dernière,
J'avais été couverte d'une adoration presque étouffante par mes frères. Olympe, si un salaud ose un jour te faire pleurer, je l'effacerai de la surface de la terre sans laisser de traces. Avait l'habitude de me dire « Balthazar ». Sa voix avait un ton d'une désinvolture effrayante qui rendait impossible de savoir s'il plaisantait ou s'il était totalement sérieux. Mais grandir sous le poids écrasant d'un nom aussi extraordinaire m'étouffait. Dès l'obtention de mon diplôme universitaire, j'ai dissimulé mes origines, cessé d'utiliser ma particule et mon célèbre nom de famille et accepté un emploi dans un modeste cabinet d'architecture parisien. C'est là que j'ai rencontré Amaury, qui n'était à l'époque qu'un commercial banal luttant pour s'en sortir. Un jour, je construirai d'immenses gratte-ciel de mes propres mains, et je ferai une vraie différence dans cette ville, m'avait-il dit les yeux brillants de passion et d'ambition. Pour moi, entouré de personnes à qui tout avait été servi sur un plateau d'argent, sa pure détermination m'avait semblé rafraîchissante et brillante. Puisqu'Amaury ne savait rien de l'empire de Rochechouart, j'ai cru qu'il m'aimait purement pour la femme que j'étais. Du moins, c'est ce que j'avais bêtement cru. Lorsqu'il m'a demandé de l'épouser, promettant de me rendre heureuse pour le reste de ma vie, je me suis préparée à couper les ponts avec ma famille. Pour protéger notre amour simple, nous avons célébré une minuscule cérémonie de mariage civil, avec seulement quelques témoins. Mes frères se sont furieusement opposés au mariage. Mais à la fin, ils ont respecté ma détermination obstinée et m'ont accompagnée à l'autel, les larmes aux yeux. Cependant, presque immédiatement après notre mariage, la carrière stagnante d'Amaury a connu une ascension miraculeuse et fulgurante. Lorsqu'Horizon Bâtisseur a fait face à une crise de liquidité dévastatrice, un énorme prêt de sauvetage a été mystérieusement approuvé par une grande banque française du jour au lendemain. Lorsque l'entreprise a soumis des offres pour des projets d'infrastructures municipaux lucratifs, les conglomérats rivaux ont inexplicablement retiré leurs offres, les uns après les autres, laissant Horizon Bâtisseur décrocher des monopoles. Chacun de ces miracles était le résultat des fils tirés dans l'ombre par mes frères aînés pour garantir le succès du mari de leur petite sœur. Amaury, cependant, était absolument convaincu que son ascension rapide était uniquement le résultat de son propre génie inégalé et de son sens des affaires supérieures. « Olympe, je viens de décrocher un autre contrat de développement de plusieurs millions, se vantait-il en rentrant chez nous. Le marché reconnaît enfin mon talent extraordinaire. » En voyant mon mari rayonner de fierté, j'ai choisi de garder la vérité enfouie, souriant simplement et disant « C'est merveilleux, Amaury. Je suis si fière de toi. » Je ne pouvais pas supporter de blesser son ego masculin. En conséquence directe de mon silence, Amaury a été propulsé au poste de vice-président exécutif au milieu de la trentaine. Une fois qu'il eut acquis une richesse massive, un prestige de dirigeant et une rémunération à 7 chiffres, l'homme que j'avais épousé commença à changer. Ses soirées se sont allongées. Ses absences de la maison se sont prolongées pendant des jours. Et son attitude envers Céleste et moi est devenue de plus en plus glaciale et méprisante. « Je suis un haut dirigeant maintenant », m'avait-il lancé récemment. « Nous vivons dans 2 mondes complètement différents. Tu n'es qu'une femme au foyer naïve qui ne comprend rien aux affaires de haut vol. » Et ce soir, ce dédain latent avait finalement culminé dans cette trahison grotesque. Debout sous le brillant lustre en cristal du hall, Ludivine pointa un doigt parfaitement manucuré vers mon simple trench-coat. « Monsieur Vasseur s'ennuie à mourir d'une femme simple et sans glamour comme vous, railla-t-elle. Un homme de son niveau exige une compagne sophistiquée et en vue qui puisse réellement élever sa position dans l'entreprise. Une vraie dame de la haute société. Une vraie dame de la haute société, répétai-je à voix basse. Ludivine bomba le torse de fierté. Exactement. La future Madame Vasseur, qui est actuellement en train de développer son réseau là-haut, est Apolline de Vaucanson, l'unique héritière d'Infrastructure Vaucanson. Et le garçon de 5 ans qui lui donne la main est le véritable héritier qui prendra un jour la relève de l'empire Horizon Bâtisseur. Monsieur Vasseur a déjà donné des instructions à notre équipe juridique pour entamer la procédure officielle de divorce contre vous. Au moment où ces mots franchirent ses lèvres, quelque chose dans mon cerveau se cassa net. La douleur écrasante d'un mariage brisé s'évapora instantanément, remplacée par une rage volcanique bouillonnante.
Cet homme pathétique avait confondu la bienveillance silencieuse de ma famille avec son propre génie, et maintenant il avait l'audace pure de nous jeter ma fille et moi pour une version soi-disant plus riche. Je ressentis un dégoût profond et cuisant pour son arrogance et son égoïsme stupéfiant. Maman, papa n'aiment plus Céleste. Malgré mes mains couvrant ses oreilles, une partie du venin de Ludivine s'était infiltrée jusqu'à ma fille. De grosses et lourdes larmes débordèrent des cils de Céleste et coulèrent sur ses joues pâles. Il n'y a aucune force sur terre plus puissante que la fureur d'une mère quand on attaque son enfant. À cette seconde précise, je pris ma décision. J'en avais fini de jouer le rôle de l'épouse silencieuse et solidaire. Je ferai payer à Amaury Vasseur, à Apolline de Vaucanson et à tous les parasites qui gravitaient autour d'eux un prix absolument dévastateur pour avoir humilié ma fille. J'appuyai sur le bouton d'appel de mon écran. La ligne ne sonna qu'une seule fois. « Olympe, que se passe-t-il » La voix grave et affûtée de mon troisième frère Balthazar résonna dans l'écouteur. Son intuition aiguisée comme un rasoir capta la tension anormale dans mon silence. « Pourquoi m'appelles-tu à cette heure ? S'est-il passé quelque chose ?» Je m'accroupis et caressai doucement les cheveux de Céleste, alors qu'elle essayait désespérément d'étouffer ses sanglots. Gardant ma voix ferme et claire, je fis mon rapport au parrain des abysses de la finance française. Balthazar, je suis debout dans le hall du rez-de-chaussée du siège d'Horizon Bâtisseur. Rochechouart Capitaux détient la participation majoritaire dans cette entreprise, murmura Balthazar, baissant le ton d'une fraction d'octave. Que s'est-il passé là, bas Olympe ? Amaury m'a trahi. Il a amené une autre femme au gala de son entreprise et l'exhibe comme son épouse. Sa secrétaire vient de menacer de faire en sorte que la sécurité nous jette dehors sous la pluie glaciale. Céleste pleure Balthazar. Elle a le cœur brisé. Au moment où ces mots quittèrent mes lèvres, un silence absolument terrifiant irradia de l'autre bout de la ligne. Ce fut comme si une rafale de givre arctique s'était matérialisée physiquement à travers le haut-parleur. Je sus sans le voir que le grand frère protecteur venait de s'évanouir entièrement remplacé par le prédateur à sang-froid qui régnait sur la finance de l'ombre. « Je vois », dit Balthazar baissant la voix dans un registre d'un calme mortel. « Ce petit arrogant a oublié quelle est sa place. Que veux-tu que je fasse, Olympe ? Qu'attends-tu de tes frères ?» Je levai les yeux vers le plafond opule du hall, ma voix résonnant avec une clarté cristalline. Je veux que tu l'anéantisses, lui, sa nouvelle maîtresse, et absolument tous les dirigeants qui ont permis cela. Arrache-leur chaque centime, chaque titre, et chaque statut qu'ils croient posséder. Laisse-les sans rien. Compris. L'opération commence à l'instant, dit Balthazar froidement. Prends Céleste et sors de ce bâtiment immédiatement. Non, je reste exactement ici, répondis-je fermement. Je veux voir la fin de leur monde de mes propres yeux. Bien garde juste Céleste en sécurité, dit Balthazar. Donne-moi 3 minutes. Dans 3 minutes, le monde qu'ils connaissent cessera d'exister. La ligne coupa. Je glissai le téléphone dans ma poche et redressai ma posture en rejetant les épaules en arrière. Le changement soudain et royal dans mon attitude fit tressaillir involontairement Ludivine. Mais elle retrouva rapidement son sourire hautain et croisa les bras. « Je ne sais pas quel genre de bluff de bas étage vous essayez de faire en appelant quelqu'un pour vous plaindre, railla Ludivine. Vous avez appelé la police. Ne vous donnez pas cette peine. Nos avocats sont les meilleurs de Paris. Ils écraseront une amatrice comme vous comme un insecte. » À ce moment-là, les portes en laiton poli de l'ascenseur privé tintèrent et s'ouvrirent. Des rires bruyants et arrogants se déversèrent dans le hall. Un rire gras précéda une voix masculine. « Une présentation absolument phénoménale ce soir, Amaury », beugla un dirigeant plus âgé. « Merci, monsieur. L'avenir d'Horizon Bâtisseur n'a jamais été aussi brillant. » De l'ascenseur sortit mon mari, Amaury Vasseur, à l'élégance impeccable dans son smoking noir sur mesure. Agrippée de manière possessive à son bras, se tenait une femme vêtue d'une robe de soirée dorée scintillante, au maquillage lourd et tapageur. Tenu fermement dans son autre main, se trouvait un garçon de 5 ans, à l'expression prétentieuse, habillé d'un costume de créateur en miniature. Papa allaita Céleste involontairement, faisant un pas plein d'espoir en avant. En entendant sa voix, Amaury se figea. Sa tête tourna vers nous, et pendant une fraction de seconde,
Une panique brute traversa son visage. Mais cette panique se transforma instantanément en un froncement de sourcils d'une irritation intense. Il marcha droit sur nous, ses chaussures cirées, claquant sèchement contre le sol en marbre. « Olympe, que diable fais-tu ici » siffla Amaury, gardant la voix basse pour éviter d'attirer l'attention de ses relations d'affaires, bien que ses yeux brûlent de fureur. « Et pourquoi as-tu traîné Céleste jusqu'ici en ayant l'air de deux sans-abri ? Sais-tu que ce soir est un événement de relations publiques fondamental avec nos partenaires les plus précieux ?»« Amaury » dis-je, ma voix d'un calme troublant, alors que je plongeais mon regard dans ses yeux en colère. « Qui est cette femme ? Et qui est cet enfant ?» Amaury sembla momentanément déconcerté par mon manque absolu d'hystérie. Il ricana, ajustant ses boutons de manchette en soie avec un sourire arrogant. « Eh bien, puisque tu es là, ça ne sert à rien de le cacher plus longtemps. Voici Apolline de Vaucanson, fille de Léopold de Vaucanson, PDG d'Infrastructure Vaucanson. Et ce petit bonhomme est mon fils, Cyprien. » Il passa son bras autour de la taille d'Apolline, avec une familiarité intime. Apolline me regarda comme si j'étais un sac poubelle, tombé sur le sol. Elle leva un délicat sac à main de luxe pour cacher son sourire suffisant. « Oh, Amaury, cette créature lugubre est ton ex-femme !» ronronna Apolline, sa voix dégoulinant de condescendance de petite fille gâtée. Mon Dieu, les rumeurs étaient vraies. Elle a l'air si délicieusement inculte. On peut sentir les soldes sur son manteau d'ici. Ne gaspille pas ta salive avec elle, Apo, railla Amaury en me lançant un regard de pur dégoût. Mon mariage avec Olympe a été une erreur fastidieuse dès le premier jour. Elle vient d'une famille de ratés, des gens qui ne sont personne. Un homme qui a atteint la direction de l'entreprise à mon âge exige une femme de statut de richesse et de lignée pour égaler ses ambitions. Chaque syllabe qu'il prononçait était un crachat délibéré sur les 6 années que nous avions passées ensemble. Mais debout là, je ne ressentis pas une goutte de tristesse, seulement un mépris profond et glacial. « J'ai déjà demandé à mes avocats de rédiger la requête en divorce », continua Amaury avec arrogance. « Elle te sera signifiée à la maison la semaine prochaine. Signe les papiers et dégage. N'espère pas un seul centime de pension compensatoire ou de pension alimentaire. Tu peux garder la garde exclusive de Céleste, je m'en fiche. J'ai déjà un fils brillant et génétiquement supérieur pour hériter de mon héritage chez Horizon Bâtisseur. » Il ne baissa même pas le regard vers sa fille. Il resta simplement là, gonflant son propre ego, pendant que Céleste se cachait derrière mon manteau, pleurant en silence contre le tissu. Je serrai fortement la main de Céleste et maintins un regard fixe et pénétrant sur le visage de mon mari. « Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as perdu ta langue », se moqua Amaury en riant avec Apolline. « La gifle de la réalité est trop dure à traiter pour ton petit cerveau. Je ne dis rien. » Comme le calme terrifiant au centre d'un ouragan, je restais fermement en place, attendant que le temps s'écoule. « Pourquoi cette gamine débraillée nous regarde-t-elle » se plaignit Apolline, plissant le nez de dégoût en pointant Céleste avec son ongle parfaitement manucuré. Avoir une fillette crasseuse qui rôde dans le hall pendant un gala mondain détruit complètement le prestige de la marque Horizon Bâtisseur. Vous n'êtes pas d'accord, Amaury. Absolument, mademoiselle de Vaucanson, intervint immédiatement. Ludivine avide de flatter la nouvelle maîtresse de son patron. Olympe, vous n'avez aucune étiquette de base. S'incruster dans un gala d'entreprise d'élite habillé en haillons est une tentative pathétique de saboter la carrière du vice-président. Amaury hocha fermement la tête, ses yeux perforant les miens avec un ressentiment amer. Ça a toujours été ton plus grand défaut, Olympe. Tu n'as aucune idée de la façon dont fonctionne la haute société. As-tu la moindre idée de la force avec laquelle je me suis battue pour gravir les échelons de l'entreprise ? Ta place est dans le rayon déstockage d'un centre commercial de banlieue, pas dans un hall exécutif de la Défense. Emilia, j'absorbais sa violence verbale sans ciller. Je savais que lui répondre serait une perte de temps tragique. Voyant mon silence comme une faiblesse, Amaury s'enhardit encore plus. Monsieur Vasseur, regardez ce que la petite tient dans ses mains. Ludivine désigna l'objet en papier que Céleste serrait contre sa poitrine toute la soirée.
C'était le collier en carton de la classe d'art plastique, orné d'un dessin maladroit et aux couleurs vives d'Amaury en train de rire. « Papa, j'ai fait ça pour toi aujourd'hui à l'école », dit Céleste, sa petite voix tremblant de courage, alors qu'elle sortait de derrière ma jambe et lui offrait le collier en papier. Ses petites mains tremblaient violemment. Quelque part dans son cœur innocent, elle croyait encore désespérément que son père sourirait et la prendrait dans ses bras. Amaury regarda le collier et laissa échapper un rire théâtral et rocailleux. « Qu'est-ce que c'est que ce déchet? As-tu une idée de qui je suis? Je suis le vice-président exécutif de cette société. Tu t'attends à ce que je mette un bout d'ordure scotché autour de mon cou devant l'élite de Paris. Ce n'est pas un déchet, papa. Je me suis appliquée pour dessiner ton visage. » Pleura Céleste, les larmes coulant librement sur ses joues. Au lieu de le prendre, Amaury donna une gifle sur le collier en papier pour le faire voler de ses mains. Il tomba sur le sol en marbre, et avant que Céleste ne puisse l'atteindre, il écrasa le talon de sa chaussure en cuir italien dessus le piétinant dans la saleté. Le son sec et crissant du papier écrasé résonna de manière répugnante dans tout le hall. « Un déchet comme ça est une insulte à mon statut de dirigeant », cracha Amaury. « Mon fils Cyprien prend déjà des cours particuliers de violon au Conservatoire national et parle couramment anglais. Comparé à un prodige de l'élite comme lui, qu'es-tu? Juste un petit fardeau inutile et pleurnichard qui ne sait rien faire de bien. »« C'est ça, papa m'aime beaucoup plus que toi », intervint Cyprien tirant la langue à Céleste, tandis qu'Apolline rayonnait de fierté maternelle à nos côtés. Plusieurs dirigeants et riches investisseurs restaient là à observer le spectacle chuchotant derrière leur coupe de champagne. Embarrassant vraiment. Mais que peut-on attendre? Le fossé des classes est tout simplement trop vaste. Quand une femme ordinaire essaie de s'accrocher à une étoile montante, voilà ce qui arrive. Pas une seule personne ne fit un pas en avant pour intervenir. Ils nous regardaient simplement comme des spectateurs dans une arène romaine. Céleste tomba à genoux sur le marbre froid, regardant le collier en papier ruiné avec l'empreinte de la chaussure. Ses petites épaules furent secouées de violents spasmes alors qu'elle fondait en sanglots inconsolables. Immédiatement, je m'agenouillai et la pressai farouchement contre ma poitrine. « Papa! Papa !» sanglota-t-elle au creux de mon cou. À ce moment-là, la dernière once d'humanité qu'il me restait envers Amaury, Vasseur s'évapora complètement. Le voir humilier notre fille et détruire son amour innocent juste pour gagner des points mesquins avec une fille gâtée de la haute société était un crime impardonnable. Je tendis la main, ramassai le collier en papier déchiré et sali et le pliai soigneusement dans la poche de mon manteau. Puis je me relevai lentement. Toute émotion avait disparu de mon visage, laissant derrière elle un masque de glace absolument effrayant. « Pourquoi me fusilles-tu du regard de cette façon, Olympe ?» exigea Amaury, croisant les bras avec une moue arrogante. « Qu'est-ce que tu crois pouvoir me faire? Tes parents n'étaient personne et sont morts avec une misérable assurance vie. Si tu essaies de me combattre devant les tribunaux, je ferai geler tes comptes bancaires et je te laisserai crever de faim dans la rue d'ici demain matin. » Ludivine sourit triomphante. « Vous avez entendu le vice-président. Arrêtez de faire une scène et dégagez d'ici avant qu'on vous jette dans le caniveau, là où est votre place. » Je les ignorais complètement et levai les yeux vers l'horloge numérique montée au-dessus du comptoir de sécurité. Il s'était écoulé 2 minutes et 50 secondes depuis que j'avais raccroché avec Balthazar. « Donne-moi 3 minutes. Dans 3 minutes, le monde qu'ils connaissent cessera d'exister. » La promesse de mon frère résonna dans mon esprit comme un glas funèbre. Skinâtre, alphenèbre. Je regardai Amaury droit dans les yeux. « Amaury, crois-tu sincèrement que tu as atteint le sommet de cette ville uniquement par tes propres mérites ?» Ma question froide et ferme provoqua un bref clignotement d'inquiétude sur son visage, mais il s'en débarrassa rapidement avec un rire sonore et théâtral. « Ah, tu continues à t'accrocher à n'importe quoi parce que tu ne peux pas admettre la défaite. Mon génie des affaires inégalé, combiné au capital d'infrastructures Vaucanson, va faire d'Horizon Bâtisseur le promoteur le plus puissant de Paris. Tu existes dans une réalité pathétique de bas étage que tu ne pourrais même pas commencer à comprendre. » Il n'avait aucune idée que ces mots arrogants passeraient à l'histoire comme la vantardise la plus stupide et la plus humiliante de sa pathétique existence.
La sécurité ou diable sont les vigiles, aboya Ludivine à travers le hall. Jetez ces intrus immédiatement. 2 imposants agents de sécurité de l'entreprise s'approchèrent au petit trot, leurs mains rôdant près de leur ceinture tactique, alors qu'ils nous encerclaient Céleste et moi avec une Céleste, force intimidante. « Madame, je dois vous demander de quitter les lieux immédiatement, » dit sèchement l'un des gardes, avec un ton qui nous traitait comme des vagabondes entrées par hasard depuis le métro. « Vous vous introduisez dans une zone réglementée. »« Reculez, dis-je, avec une autorité inébranlable. Je suis Olympe de Rochechouart, épouse légale, et documentée de votre vice-président exécutif, Amaury Vasseur. » Amaury leva les yeux au ciel avec exaspération. « Olympe de Rochechouart, oh par pitié, quand on s'est marié, tu faisais tout un plat de ta particule. Mais ta famille n'était qu'un ramassis de ploucs d'un village du Massif central. Tu déshonores ma réputation à chaque seconde où tu restes planté là. Jetez cette folle et sa morveuse sous la pluie tout de suite. » Apolline laissa échapper un petit rire cristallin, appuyant sa tête contre l'épaule d'Amaury. Franchement, Amaury, son manque de classe est stupéfiant. Retournons en haut à la salle de bal. Mon père a hâte de discuter de notre fusion imminente autour d'une coupe de champagne. Tu as raison, Apo. J'ai déjà gaspillé assez de salive avec ces ordures, dit Amaury, agitant la main avec mépris vers les agents de sécurité. Attrapez-les par les bras et jetez-les par les portes principales. Si la femme résiste, appelez la police et portez plainte pour intrusion et harcèlement. Les gardes firent un pas en avant, étendant leurs grandes mains calleuses pour m'attraper par les épaules. « Ne me touchez pas », ordonnai-je, ma voix descendant dans un registre d'un pouvoir de commandement si pur qu'il figea instinctivement les 2 hommes sur place. Ludivine s'approcha instantanément derrière eux, hurlant de fureur. « Qu'attendez-vous, idiot? Vous n'avez pas entendu l'ordre direct de Monsieur Vasseur. Qui croyez-vous signe vos fiches de paix? Traînez ces 2 rats d'égout dehors tout de suite. » Lorsqu'un des gardes se jeta en avant pour agripper mon manteau, ma fille de 6 ans bondit soudainement devant moi. « N'osez pas toucher ma maman !» cria Céleste, ouvrant grand ses petits bras, alors qu'elle tremblait de la tête aux pieds de terreur. Voir ma courageuse petite fille risquer sa sécurité pour me protéger brisa mon cœur en 1000 morceaux. Je la tirai doucement contre mes jambes, enroulant mes bras autour d'elle de manière protectrice, tout en croisant le regard d'Amaury et de sa maîtresse souriante. « Amaury, » dis-je, ma voix transmettant un calme étrange et troublant, « j'ai une dernière question pour toi. Crois-tu sincèrement que tu peux nous jeter comme des déchets et simplement t'éloigner sans affronter aucune conséquence ?» Un éclat de rire fusa. « Des conséquences de qui les tiennent ?» Amaury rejeta la tête en arrière et rit de si bon cœur qu'il dut essuyer une larme du coin de son œil. « Tu délires complètement. Je vais épouser une héritière du BTP et prendre la direction de l'une des plus grandes firmes de Paris. Que pourrait bien me faire une femme au foyer fauché et sans éducation, comme toi me poursuivre en justice? Vas-y. J'engagerai l'équipe d'avocats la plus agressive de France et je ferai traîner les procédures jusqu'à ce que tu vives dans un foyer d'accueil. » Apolline sourit avec petulance, rejetant ses cheveux blonds par-dessus son épaule. « Connais ta place, petite femme triste. Amaury appartient à l'élite maintenant. Il a toujours été bien trop supérieur pour une moins que rien lugubre de banlieue comme toi. À partir de ce soir, nous dominons le marché immobilier parisien. Toi et ta morveuse pouvez aller ramper dans un caniveau et y pourrir. » Les dirigeants des alentours ricanèrent en signe d'accord, nous lançant des regards méprisants. Elle la cherchait. Quand une femme ordinaire essaie de freiner une étoile montante, elle se fait écraser. C'est comme ça que fonctionnent les affaires. Pour tous ceux qui regardaient Céleste et moi étions des victimes isolées et sans défense, sur le point d'être écrasées sous les bottes des riches et des puissants, mais je ne ressentis pas la moindre once de désespoir. En fait, je savourais en silence le sommet absolu de leur arrogance stupéfiante, comptant les dernières secondes. « Très bien, on sort. » Le garde de sécurité m'attrapa brutalement par le bras, essayant de nous pousser Céleste et moi vers les portes tournantes en verre. Les portes automatiques s'ouvrirent, et une rafale brutale de vent glacé d'automne et de pluie
balaya le hall, envoyant un frisson amer à travers la pièce chaude. Pile à cette seconde précise, une voix semblable au tonnerre gronda dans l'atrium « Halte là ». La voix était profonde, résonnante, et transmettait une autorité si écrasante et terrifiante qu'elle étouffa instantanément le son de la tempête à l'extérieur. Tout le monde dans le hall resta figé sur place. Par les portes en verre ouvertes, une douzaine d'hommes vêtus de tenues tactiques noires assorties avec des oreillettes marchèrent vers l'intérieur du bâtiment en formation parfaite. Leur présence éclipsa instantanément les deux gardes de l'entreprise, exsudant une aura de menace professionnelle mortelle. Et marchant exactement au centre de cette phalange de sécurité, se trouvait un homme en costume gris, anthracite d'une coupe impeccable. Lorsqu'il entra dans la lumière du lustre, je ne pus réprimer le petit sourire satisfait qui courba mes lèvres. Juste à temps Balthazar. « Oh, papa, par ici !» haleta Apolline, les yeux s'illuminant en reconnaissant l'homme qui marchait aux côtés de l'inconnu en costume élégant. C'était son père, Léopold de Vaucanson, le PDG d'Infrastructure Vaucanson et un titan de l'industrie immobilière française. Apolline lâcha immédiatement le bras d'Amaury et trottina fièrement vers l'avant pour saluer son père avide de se vanter de sa nouvelle conquête. Mais quelque chose n'allait horriblement pas chez Léopold de Vaucanson. Le président milliardaire, habituellement connu pour sa posture agressive et son arrogance tapageuse, avait l'air de venir de voir un fantôme. Son visage était de la couleur de la cendre humide, la sueur coulait à flots sur son front malgré le froid automnal, et sa respiration était saccadée et superficielle. Son costume italien sur mesure était trempé par la pluie, mais il ne semblait pas le remarquer. Au lieu de cela, il trébuchait presque vers l'avant, s'inclinant à plusieurs reprises, avec une terreur absolue et abjecte, envers l'homme, en costume gris anthracite, qui marchait à ses côtés. « Monsieur Morvan, je vous le jure, sur ma vie, Infrastructure, Vaucanson, n'avait aucune connaissance de cela. » Supplia Léopold de Vaucanson, sa voix se brisant d'hystérie au milieu du hall. « C'est le comportement idiot et non autorisé de ma fille insensée. Je vous en supplie, ayez pitié de mon entreprise. » Tout le hall fut plongé dans un silence de mort. Le PDG d'Infrastructure Vaucanson rampait publiquement comme un prisonnier condamné devant un homme que strictement aucun des dirigeants ne reconnaissait. « Papa, que diable fais-tu » hurla Apolline, s'arrêtant net. « Pourquoi t'inclines-tu devant un illustre inconnu? Lève-toi. Ferme ta bouche idiote !» rugit Léopold de Vaucanson, se tournant vers sa fille avec une fureur volcanique qui la fit reculer de choc. « As-tu la moindre idée de la présence dans laquelle tu te trouves? C'est Monsieur Morvan. Il est le chef de cabinet et l'assistant exécutif principal de la famille de Rochechouart, de Rochechouart-Capitaux. » Là, la famille de Rochechouart. La mâchoire d'Apolline tomba, tout son corps se figeant. Dans les hautes sphères de la finance, de la politique et de l'immobilier français, le nom de Rochechouart représentait un pouvoir souverain et absolu intouchable. Des conglomérats multimillionnaires comme Horizon Bâtisseurs et Infrastructure Vaucanson n'étaient que de simples fourmis en comparaison de l'empire financier contrôlé par la dynastie de Rochechouart. « Bonsoir, Monsieur Morvan. Merci d'être sorti sous la pluie, » dis-je à voix basse, faisant un pas en avant. En entendant ma voix, Monsieur Morvan abandonna instantanément son regard intimidant envers Léopold de Vaucanson. Il se tourna vers moi, s'arrêta à 1 mètre de distance et s'inclina profondément et respectueusement, avec un angle parfait. « Mademoiselle de Rochechouart, » dit Monsieur Morvan, sa voix résonnant d'une révérence absolue. « Cela fait bien trop longtemps. Monsieur Balthazar m'a donné l'ordre de vous escorter, vous et la jeune mademoiselle Céleste, de retour au domaine familial immédiatement. J'espère qu'aucune de vous n'a subi de dommages physiques. »« Nous allons bien, Monsieur Morvan. Céleste est en sécurité, » répondis-je, lui offrant un sourire chaleureux. Monsieur Morvan se redressa et offrit un sourire doux et rassurant à ma fille, qui se cachait derrière ma jambe. « Vous pouvez vous détendre, mademoiselle Céleste. Vous êtes en totale sécurité avec nous. » L'atmosphère dans le hall de la Défense chuta instantanément au zéro absolu. Les dirigeants, les agents de sécurité
et les invités de la haute société restèrent paralysés, comme des statues leur cerveau, incapables de comprendre la scène qui se déroulait sous leurs yeux. Le visage d'Amaury Vasseur était un modèle de choc pur et non frelaté. Ses yeux sortaient de leurs orbites alors qu'il me dévisageait sa mâchoire s'ouvrant en silence avant qu'il ne parvienne finalement à lâcher une phrase d'une voix rauque. « Mademoiselle de Rochoir, de quoi parlez-vous, Olympe de Rochoir, n'est qu'un vieux nom de famille ridicule de ton village. C'est juste une particule bidon. » Monsieur Morvan tourna la tête, ses yeux acérés, se plantant sur Amaury, avec la froideur d'un bourreau, observant un condamné. Un nom de famille bidon. Quelle extraordinaire démonstration d'ignorance monumentale. Monsieur Vasseur. Morvan fit un pas lent et délibéré vers mon mari. Croyez-vous réellement que dans tout l'écosystème financier de France, il y avait plus d'une dynastie de Rochechouart opérant à ce niveau? Avez-vous déjà oublié les sauvetages financiers de plusieurs millions que votre entreprise a miraculeusement obtenus des banques françaises à chaque fois qu'elle était au bord de la faillite? Les prêts bancaires. Balbutia Amaury, le visage se vidant de son sang. Je les ai obtenus parce que les directeurs d'agence ont reconnu ma valorisation d'entreprise supérieure et mon modèle économique. Silence, espèce de crétin arrogant, claqua Monsieur Morvan, sa voix tranchant la pièce comme un rasoir. Pensiez-vous vraiment qu'un commercial médiocre et de pacotille, comme vous avez été promu vice-président exécutif, à 35 ans par ses propres mérites, chaque promotion, chaque monopole sur un contrat public, chaque renflouement financier, a été orchestré dans l'ombre par la famille de Mademoiselle de Rochechouart pour s'assurer que leurs sœurs vivent une vie confortable. Morvan fit un geste vers le plafond de verre du bâtiment. Rochechouart Capitaux possède une participation majoritaire de 40% dans Horizon Bâtisseur, associée à travers une série de fonds écrans. Vous n'avez jamais pris la peine de chercher à savoir qui possédait le fonds qui payait votre salaire exorbitant à 7 chiffres. Amaury vacilla en arrière, comme s'il avait reçu un coup de massue dans l'estomac. Non, c'est impossible. La famille d'Olympe est juste. Ils vivent dans une vieille baraque en province. Mademoiselle Olympe de Rochechouart est la sœur cadette adorée de la dynastie de Rochechouart, proclama Monsieur Morvan, sa voix faisant écho sur les murs de marbre pour que tous l'entendent. Elle est la sœur bien-aimée du député Thibault de Rochechouart, à l'Assemblée nationale de Gauthier de Rochechouart, vice-président de la Banque souveraine du patrimoine, et de Balthazar de Rochechouart, PDG de Rochechouart. Capitaux, et vous pathétique et insignifiant petit homme, avait osé qualifier cette lignée royale et sa fille Mademoiselle Céleste d'ordure et de rat d'égout. Le poids absolu des paroles de Morvan frappa la pièce comme une bombe tactique. Les jambes de Léopold de Vaucanson cédèrent complètement, et il s'effondra sur le sol en marbre en pleurant de terreur. El que le de l'oblé le de l'oblé le de l'oblé, de l'oblé le de l'oblé le de l'oblé, de l'oblé le de l'oblé, de l'oblé le de l'oblé, et taratal. À là, Apolline commença à trembler si violemment que sa robe de créateur doré tinta, et Amaury Vasseur resta figer sa peau, prenant la couleur translucide et cireuse d'un cadavre, alors qu'il me regardait avec horreur. Je fis 2 pas lents et mesurai vers lui. Le secret que j'avais gardé pendant si longues années avait enfin éclaté au grand jour. Soudain, le silence de mort du hall fut brisé par un chœur assourdissant de sonneries et d'alertes vibrantes. Ce n'était pas un seul téléphone, c'étaient des dizaines. Le portable d'Amaury, le sac de créateur d'Apolline, la poche de Léopold de Vaucanson et les téléphones de chacun des dirigeants d'Horizon Bâtisseur qui étaient descendus de la salle de bal. Ils commencèrent à sonner simultanément dans une cacophonie frénétique et terrifiante. Avec des doigts tremblants et erratiques, Amaury sortit son téléphone de la poche de son smoking. L'identifiant de l'appelant clignota avec le nom du PDG et fondateur majoritaire d'Horizon Bâtisseur. « Allo patron qu'est-ce qui se passe ?» répondit Amaury, la voix aiguë. Même à 1 mètre de distance, les hurlements volcaniques et effrayants du fondateur étaient audibles à travers l'écouteur. « Vasseur, espèce d'avorton, qu'est-ce que tu as fait au nom de Dieu ?»« Monsieur, je vous en prie, calmez-vous. Je viens de recevoir un appel du président de la Banque souveraine du patrimoine. Il gèle instantanément toutes les lignes de crédit que nous possédons
et exige le remboursement intégral et immédiat de notre dette d'entreprise, de 150 millions d'euros avant minuit immédiat. Remboursement immédiat, haleta Amaury les genoux fléchissants. S'ils font ça, l'entreprise sera en redressement judiciaire et liquidée avant l'ouverture de la Bourse de Paris. Ce n'est pas tout idiot. Nos actions publiques font l'objet de ventes à découvert massives par Rochoir Capitaux. Nous avons perdu 70% sur le marché. Hors séance. L'entreprise est finie. On m'a dit que tu avais personnellement insulté la famille de Rochechouart. Vais te tuer, Vasseur. Je te mettrai en pièces de mes propres mains. Amaury laissa tomber son téléphone. Il se fissura contre le sol en marbre. Les cris hystériques du patron continuaient de bourdonner depuis le haut-parleur. Au même instant, Léopold de Vaucanson tenait son propre téléphone, collé à son oreille, le visage contorsionné par une agonie pure. « Que voulez-vous dire ? L'autorité portuaire vient de nous retirer le projet de réaménagement du port de Marseille. Ce projet vaut 400 millions d'euros. C'est tout notre carnet de commandes. Quoi ? Le ministère des Transports est intervenu directement, le cabinet du député. Thibaut de Rochoir. Léopold laissa tomber son téléphone et poussa un hurlement animal de désespoir. Le député Thibaut de Rochechouart exerçait une influence immense et sans contrôle sur les commissions d'infrastructure nationales. Rayeur de la carte, un promoteur de taille moyenne, comme infrastructure. Vaucanson lui demandait moins d'efforts que d'écraser une mouche. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» cria Apolline, courant vers son père, les larmes coulant sur son visage. « Que veux-tu dire, par on a perdu le contrat de Marseille. Nous sommes riches, nous sommes infrastructure. Vaucanson, nous sommes ruinés !» rugit Léopold de Vaucanson, balançant une gifle sur le visage de sa fille avec une telle force qu'elle tomba au sol. Arrogante et décérébrée. Tout ça parce que tu as insulté mademoiselle de Rochoir. Infrastructure Vaucanson déposera le bilan demain matin. Tu viens de détruire 3 générations de richesses familiales en 5 minutes. Non, non, je ne le savais pas, sanglota Apolline, se tenant la joue meurtrie, alors qu'elle tournait ses yeux terrifiés vers Amaury. Amaury, tu m'avais dit qu'elle n'était personne une fille de banlieue. Tu m'as menti, tu m'as utilisé pour obtenir le capital de mon père. Non, Apo, je jure devant Dieu que je ne savais pas, balbutia Amaury, agitant les mains frénétiquement, alors qu'il faisait un pas chancelant vers moi. Olympe, Olympe, chérie, je t'en prie, tu dois me croire. Je n'avais aucune idée que ta famille était la dynastie de Rochechouart. Si j'avais su qui étaient tes frères, jamais, au grand jamais, je ne t'aurais traité ainsi. En écoutant ces excuses frénétiques et pathétiques, une vague de dégoût profond et glacial submergea mon âme. Quand il croyait que j'étais faible, il m'avait écrasé sous sa botte. À la seconde où il s'est rendu compte que je détenais le pouvoir, il a rampé comme un chien battu. Sa nature profonde n'était que celle d'un lâche et d'un parasite opportuniste. Olympe. Mademoiselle de Rochechouart, s'il vous plaît, regardez-moi. Soudain, Ludivine Garnier se jeta au sol, rampant sur le marbre sur ses genoux, jusqu'à presque embrasser l'ourlet de mon manteau. Les larmes et le mascara coulaient sur son visage alors qu'elle sanglotait de façon hystérique. « J'y ai été obligée, mademoiselle de Rochechouart. Monsieur Vasseur a menacé de me renvoyer et de ruiner ma carrière. Si je ne vous insultais pas ce soir, je vous ai toujours admiré. Vous et mademoiselle Céleste, je vous en prie. Vous devez dire à Rochechouart Capitaux d'épargner mes comptes bancaires personnels. Je ne suis qu'une employée. »« Menteuse !» cria Apolline, se jetant en avant et attrapant Ludivine par les racines de ses cheveux. « Si !»« Tu couchais avec lui. Tu es sa maîtresse de secours. Comment oses-tu te faire passer pour la victime innocente alors que tu l'aidais à cacher son argent ? Lâche-moi, fausse bourgeoise !» hurla Ludivine, griffant le visage de créateur d'Apolline. « Tu n'es plus qu'une ratée en faillite maintenant. Monsieur Vasseur ne voulait l'argent de ton père que pour couvrir sa fraude comptable. » Là, au beau milieu du grand hall de la Défense, la femme glamour de la haute société dans sa robe de soirée dorée et la secrétaire de direction dans son tailleur de luxe roulaient sur le sol, se tirant les cheveux, se donnant des coups de
Point. Et s'arrachant leurs vêtements, comme des animaux. Sauvages, dans une ruelle. Amaury n'essaya même pas de les séparer. Au lieu de cela, il tomba à genoux et commença à ramper sur le sol vers moi, les mains tremblant violemment, tandis qu'il se mettait frénétiquement à ramasser les restes déchirés et sales du collier en papier de Céleste. « Regarde, Olympe, regarde, je le sauve !» balbutia Amaury de façon hystérique, brandissant un morceau de carton écrasé avec l'empreinte boueuse de sa chaussure, le traversant de part en part. « C'est un chef-d'œuvre. Je vais l'apporter chez un encadreur professionnel demain matin. Je l'accrocherai dans mon bureau. J'aime Céleste. Je suis un père merveilleux. Je t'en prie, Olympe. Appelle ton frère. Balthazar, dis-lui d'arrêter la vente à découvert. » D'Horizon Bâtisseur. Céleste et moi restions silencieuses, observant le spectacle grotesque et humiliant de l'homme qui avait autrefois été tout notre monde. Céleste ne pleurait plus. Sa petite main serrait la mienne, fermement ses yeux fixés sur Amaury, non plus comme sur un père, mais comme sur une créature étrange et pathétique qu'elle ne reconnaissait plus. L'empire de Rochechouart avait été déchaîné, et la destruction se propageait à une vitesse et à une échelle qui défiait l'imagination. Ce n'était pas une dispute domestique, c'était un prédateur suprême écrasant un insecte qui avait osé le mordre. « C'est absolument pathétique, monsieur Vasseur, » dit monsieur Morvan, sa voix tombant comme une enclume, alors qu'il regardait Amaury essayer de lisser le collier en papier ruiné. « Tout ce que vous faites en ce moment est une perte d'énergie absolue. L'ordre d'exécution a déjà été traité. » Morvan glissa la main dans sa veste sur mesure et sortit une élégante tablette, tapotant l'écran, avant de la tenir directement devant le visage pâle d'Amaury. « Il y a 10 minutes, Rochechouart Capitaux a exercé ses droits de vote majoritaires de 40% pour convoquer une réunion d'urgence du conseil d'administration par téléconférence, déclara Morvan froidement. Avec l'accord unanime du PDG et des actionnaires institutionnels, une résolution immédiate a été adoptée. « Une résolution », murmura Amaury, les yeux parcourant le texte numérique sur l'écran. Oui, avec effet immédiat à compter de 20h15 ce soir, Amaury Vasseur a été officiellement déchu de son titre de vice-président exécutif de son siège au Conseil et de ses stock-options. Il a été licencié pour faute lourde, sans aucune indemnité de départ et à l'interdiction permanente de pénétrer dans les locaux d'Horizon Bâtisseur. « Quoi ?» cria Amaury bondissant sur ses pieds, les yeux fous et injectés de sang. « Vous ne pouvez pas me licencier. J'ai construit la division commerciale de cette entreprise. J'ai généré des millions de revenus. Je n'accepterai pas un licenciement abusif. Je poursuivrai le conseil en justice. » Et il se jeta sur Morvan, tentant d'attraper la tablette. Avant même que ses doigts ne puissent réduire la distance d'eux, des agents de sécurité tactique de Morvan intervinrent, percutant la poitrine d'Amaury de leurs avant-bras et l'envoyant valser sur le dos contre le sol en marbre. Dans un bruit sourd, un licenciement abusif. Morvan laissa échapper un petit rire sec et sans humour. Vous sous-estimez véritablement l'appareil de renseignement de Rochechouart Capitaux. Au cours des 3 dernières années, vous avez systématiquement abusé de votre autorité pour détourner des fonds sociaux afin de financer votre style de vie personnel. Nous avons documenté le moindre de vos mouvements frauduleux, fausses factures et comptes fantômes dans des paradis fiscaux que vous avez créés. Morvan fit glisser son doigt sur l'écran. Instantanément, des tableurs détaillés des virements bancaires et des actes notariés remplirent l'écran. Les yeux d'Amaury se figèrent sur les chiffres, sa mâchoire se décrochant de terreur paralysante. Ce document détaille les 3 millions d'euros de fonds opérationnels de l'entreprise que vous avez illégalement détournés pour financer votre cour fastueuse auprès d'Apolline de Vaucanson, ainsi que l'appartement de fastueuse. Luxe à Neuilly-sur-Seine que vous avez acheté au nom de votre secrétaire, Ludivine Garnier, lut Morvan à voix haute. Sa voix résonnant dans le hall silencieux, il tourna son regard de glace vers Ludivine, qui avait cessé de se battre avec Apolline et regardait maintenant l'écran avec horreur. « Mademoiselle Garnier, vous avez reçu un bien immobilier de prestige et d'importants pots de vin en espèces, en échange de la falsification des notes de frais
et de la dissimulation des détournements de M. Vasseur au commissaire aux comptes. Non. Oh mon Dieu, non. Gémit Ludivine, cachant son visage dans ses mains en réalisant que toute sa vie était terminée. La carriériste sophistiquée et arrogante avait été réduite à une criminelle tremblante et acculée. Ces actes constituent les délits d'abus de biens sautés, de détournement de fonds et de fraude fiscale caractérisés sanctionnés par le Code pénal français, déclara M. Morvan, sa voix résonnant avec une finalité absolue. Il y a 5 minutes, la division juridique de Rochechouart-Capitaux a transmis le dossier de preuves complet et non censuré à la brigade financière de la police judiciaire et au parquet national financier. Les mandats d'arrêt sont en cours de traitement. Les mots « brigade financière » frappèrent Amaury comme une balle physique. Il n'allait pas seulement perdre son travail, sa richesse et son statut social. Il allait passer la prochaine décennie de sa vie dans une prison française. « Olympe, Olympe, je t'en prie, dis-lui que c'est un mensonge !» hurla Amaury, abandonnant toute la dignité qui lui restait, alors qu'il rampait sur le sol et jetait ses bras autour de mes chevilles, sanglotant de façon incontrôlable. « Je jure devant Dieu que je suis désolée. Je romprai les fiançailles avec Apo. Je virerai Ludivine ce soir. Je te donnerai tout ce que j'ai. Mais s'il te plaît, ne les laisse pas m'envoyer en prison. Nous sommes mariés. Je suis le père de Céleste. » Je restais immobile, fixant l'homme brisé et larmoyant qui s'accrochait à mes bottes. C'était l'homme pour lequel j'avais renié ma famille. C'était l'homme que j'avais juré d'aimer et de chérir pour le reste de mes jours. Mais en le regardant maintenant, je ne ressentais rien d'autre qu'un vide profond et creux. Il n'était qu'un lâche moral qui ne se souciait que de sauver sa propre peau. « Amaury » dis-je, ma voix calme et constante, par-dessus ses sanglots hystériques. « Ah, si tu avais simplement cessé de m'aimer et m'avais demandé le divorce, j'aurais pu m'éloigner en silence et te laisser vivre ta vie. » Je glissai la main dans ma poche, sortis le morceau de carton écrasé et sale et le tins devant son visage. « Mais tu as commis le seul péché impardonnable, » continuai-je, mes yeux perforant son âme. « Notre fille a passé des heures à fabriquer ce collier juste pour te faire sourire, et tu l'as qualifié de déchet. Tu l'as jeté à terre et piétiné avec ta chaussure pour impressionner ta maîtresse. À cette seconde exacte, tu as perdu le droit de t'appeler son père, mon mari, ou même un être humain décent. » Je fis un pas en arrière, dégageant de force ses mains de mes bottes. La famille de Rochechouart est régie par un credo très simple. Nous rendons la gentillesse au centuple, mais nous rendons une insulte au millecuple. Mes frères m'ont traité comme un trésor toute ma vie. Au moment où tu as choisi de m'humilier et de briser le cœur de Céleste, ta destruction complète est devenue une certitude absolue et inévitable. Je tournai la tête vers M. Morvan et hocha légèrement la tête. « Nous avons terminé ici, M. Morvan. S'il vous plaît, ramenez Céleste, et moi à la maison. » « Immédiatement, mademoiselle de Rochechouart, » dit M. Morvan en s'inclinant profondément. « Le véhicule officiel nous attend sur le trottoir. »« Olympe. Non, ne me quitte pas, Olympe. » cria Amaury, sa voix se brisant dans un hurlement primitif de terreur absolue alors qu'il essayait de ramper derrière moi. Mais ces cris pathétiques furent complètement engloutis par le rugissement assourdissant de la tempête à l'extérieur lorsque les portes automatiques s'ouvrirent. Je pris Céleste dans mes bras, appuyant sa tête sur mon épaule, et sortis dans l'air frais de la nuit sans un seul regard en arrière. Derrière moi, le hall du gratte-ciel de la Défense résonnaient des lamentations hystériques de Léopold de Vaucanson, des cris amers d'Apolline et de Ludivine, et des sanglots désespérés et angoissés de mon mari ruiné. Ils venaient de faire leur premier pas dans un enfer sur terre. Et je savais pertinemment que la vengeance de mon frère Balthazar ne s'arrêterait pas à quelques contrats annulés et des rapports de police. Pourquoi personne ne répond « Décrochez ce foutu téléphone ». À l'intérieur des ruines du hall, Amaury pressait frénétiquement son pouce contre l'écran brisé de son portable, appelant chaque partenaire commercial. Fortuné membre de son country club et mentor d'entreprise, à qui il avait un jour offert des dîners hors de prix dans les brasseries étoilées de Paris.
Encore et encore, le haut-parleur ne renvoyait rien d'autre que le bourdonnement froid et automatisé de la messagerie vocale. David Marc Salo. La semaine dernière, vous avez bu pour des milliers d'euros de cognac hors d'âge sur mon compte. Pourquoi ignorez-vous mes appels? Cria Amaury, jetant son téléphone contre le mur dans un accès de rage. Impuissante. Il ne réalisait pas qu'à peine quelques minutes après que Rochoir Capitaux eut agi contre Horizon Bâtisseur, le réseau étroit de commérage de l'élite financière parisienne avait déjà fait circuler l'information. Amaury Vasseur était un homme mort en sursis. Il avait croisé le fer avec la dynastie de Rochechouart. Dans le monde impitoyable de la finance française, personne n'était prêt à s'immoler par le feu en se tenant près d'un bâtiment en flammes. Abandonner un navire qui coule n'était rien d'autre que du bon sens des affaires. Papa fait quelque chose. Appelle la mairie. Utilise l'équipe juridique d'infrastructure Vaucanson pour bloquer le gel des banques, cria Apolline, agrippant la veste de costume détrempée de son père et le secouant violemment. « Tais-toi, parasite décérébré !» allaita Léopold de Vaucanson, la repoussant avec un regard de défaite absolue. « Nous n'avons plus d'équipe juridique. La Banque souveraine du patrimoine vient d'appeler mon directeur financier. Il gèle nos comptes d'exploitation dans l'attente d'un audit de l'État orchestré par la commission du député de Rochechouart. Nous ne pourrons même pas payer les salaires lundi matin. C'est fini. On va nous liquider pour payer nos créanciers. » Non. Non. Ça ne peut pas arriver. Je suis une héritière. Je vis dans le Cézé arrondissement. Hurla Apolline sa voix, atteignant un ton fébrile, alors qu'elle saisissait un vase en porcelaine inestimable, sur une table d'exposition du hall, et le fracassait violemment contre le sol, en marbre. Crash. Les éclats volèrent partout, mais pas une seule personne ne tourna la tête pour prêter attention à son caprice. À ce moment-là, les lourdes portes en acajou de la salle de bal s'ouvrirent à la volée, et des dizaines d'invités fortunés de clients d'entreprise et de dirigeants d'Horizon Bâtisseur commencèrent à dévaler les marches pris de panique vers le hall. Les lignes de crédit ont disparu. L'entreprise est insolvable. Sortez d'ici avant que les auditeurs de l'État ne mettent les scellés sur le bâtiment. La foule se dispersa vers les sorties comme des cafards, fuyant une lumière soudaine. Alors qu'il passait précipitamment devant Amaury, les hommes qui lui avaient tapé dans le dos et trinqué à son génie à peine 20 minutes plus tôt, lui lançaient maintenant des regards venimeux et dégoûtés. « Voilà ce salaud arrogant !» cracha un haut dirigeant en passant à la hâte. « Détourner les fonds de l'entreprise et insulter l'héritière de la famille de Rochechouart. Quel idiot colossal! Dieu merci, nous n'avions pas encore signé cet accord de co-entreprise. Attendez, s'il vous plaît, écoutez-moi !» cria Amaury, tendant désespérément la main pour attraper la manche du manteau d'un promoteur immobilier qui s'en allait. Horizon Bâtisseur peut encore être sauvé. J'ai les concepts architecturaux, j'ai le carnet commercial. Nous pouvons obtenir un financement alternatif auprès de prêteurs privés. Le promoteur repoussa brusquement son bras, comme si Amaury était infecté par la peste. « Éloigne-toi de moi, délinquant !» grogna-t-il, poussant les portes tournantes et disparaissant dans la nuit pluvieuse parisienne. Les mains d'Amaury agrippèrent le vide. « Amaury, regarde ça !» murmura Ludivine Garnier, sa voix tremblant si violemment qu'elle pouvait à peine tenir son téléphone. Son visage était blanc comme la craie. « Mon appartement à Neuilly, l'acte de vente. Nos messages privés sur les comptes offshore. » Amaury lui arracha le téléphone des mains et écarquilla les yeux d'horreur. Le réseau de renseignements souterrains de Balthazar de Rochechouart avait exécuté un assassinat médiatique impeccable. Des photos en haute résolution d'Amaury et de Ludivine, des copies de leurs factures frauduleuses et le détail de leurs transferts illégaux étaient déjà diffusés sur les blogs d'actualité financière et les plateformes de réseaux sociaux sous le titre « Alerte ». Un haut dirigeant d'Horizon Bâtisseur exposé dans un scandale de détournement de 3 millions d'euros. C'est fini. Ma carrière est totalement terminée. Gémit Ludivine se laissant tomber au sol et ramenant ses genoux contre sa poitrine. Je vais aller en prison. Je ne survivrai pas en prison. Tais-toi, rugit Amaury, s'agrippant les cheveux à deux mains alors que sa réalité volait complètement en éclats.
Au cours des 6 dernières années, toute sa vie avait été un voyage fluide et sans effort, sur un tapis d'or déroulé en silence par ma famille. Maintenant que le tapis avait été violemment arraché sous ses pieds, exposant sa propre corruption criminelle et son incompétence pure, il ne possédait ni l'intellect, ni la colonne vertébrale émotionnelle pour affronter les conséquences. « Olympe! Je dois retrouver Olympe !» balbutia Amaury de façon maniaque. « Oui, je la supplierai à genoux. Elle ordonnera à ses frères d'arrêter. » Il fit demi-tour et courut vers les portes en verre. Mais avant de pouvoir faire 5 pas, 2 énormes gardes du corps au visage de pierre que M. Morvan avait postés à l'entrée s'interposèrent doucement sur son chemin, bloquant la sortie avec leurs larges épaules. « Poussez-vous. J'ai besoin de voir ma femme. J'ai le droit légal de demander pardon à ma femme, » cria Amaury, essayant de les bousculer pour passer. L'un des gardes plaça une main énorme et inamovible sur la poitrine d'Amaury, le repoussant en arrière avec une force désinvolte. « Monsieur Vasseur, mademoiselle de Rochechouart ne vous reconnaît plus comme son époux. Si vous tentez de vous approcher d'elle ou de la jeune mademoiselle Céleste, à nouveau nous avons l'autorisation d'utiliser la force physique létale pour neutraliser la menace. » C'est compris. Le professionnalisme absolu et glaçant dans la voix du garde fit céder les jambes d'Amaury complètement. Il s'effondra sur le sol froid, pleurant hystériquement dans ses mains. À l'extérieur, la tempête glaciale de Paris rugissait, frappant l'atrium en verre, comme pour se moquer de la destruction absolue de sa vie pathétique et arrogante. Le compte à rebours pour son jugement dernier avait déjà commencé, et aucune force sur terre ne pouvait l'arrêter. À l'extérieur du bâtiment, la tempête brutale et le bruit de la ville disparurent instantanément à la seconde où la lourde porte blindée de la Mercedes Maybach se ferma hermétiquement. À l'intérieur, l'atmosphère était un sanctuaire de tranquillité absolue, baigné par l'éclairage doux et chaleureux de l'habitacle et par les accords apaisants de musique classique au violoncelle jouant sur le système. Audio Surround. Maman, cette dame a été très méchante. Céleste était assise sur mes genoux, ses petits yeux s'alourdissant, alors que la chaleur de la voiture l'envahissait. Je lissais doucement sa frange humide et lui embrassais le front. « Tout va bien maintenant, ma petite fille courageuse », chuchotai-je, doucement en lui enveloppant les épaules avec un plaid en cachemire chauffant. « Plus personne ne te fera de mal, ni ne te criera dessus. Maman te le promet. » En l'espace de quelques secondes, le ronronnement régulier du moteur berça Céleste, qui plongea dans un sommeil profond et paisible. En écoutant sa respiration régulière et silencieuse, je laissai échapper un long soupir tremblant, sentant l'immense tension de la dernière heure, commencer enfin à s'écouler de mes muscles. Nous nous dirigeons actuellement vers le domaine familial de Saint-Cloud-Mademoiselle de Rochechouart, dit aimablement M. Morvan depuis le siège passager, me regardant dans le rétroviseur. Monsieur Balthazar vous attend près du feu. Merci, Monsieur Morvan, dis-je en lui offrant un sourire fatigué. Mes frères sont très en colère. Monsieur Morvan laissa échapper un petit rire entendu et secoua la tête. Affirmer qu'ils sont en colère serait un euphémisme historique, mademoiselle de Rochechouart. Au moment où Monsieur Balthazar a reçu votre appel et a compris que cet homme vous avait mis les larmes aux yeux et avait écrasé la création de la jeune mademoiselle Céleste, il a brisé un stylo-plume en titane massif en deux entre ses doigts. Vos 3 frères ont prêté serment de s'assurer que Monsieur Vasseur subisse l'extension maximale absolue de la destruction financière et judiciaire. 40 minutes plus tard, la voiture officielle quitta une route tranquille bordée d'arbres et s'approcha des imposantes grilles de sécurité en fer forgé du domaine ancestral de la famille de Rochechouart dans les hauteurs. Exclusive de Saint-Cloud. Les grilles s'ouvrirent instantanément et le véhicule glissa le long de la longue allée pavée, s'arrêtant en douceur devant un immense et magnifique hôtel particulier, entouré de jardins à la française impeccable. Lorsque le chauffeur ouvrit la portière, une équipe du personnel de maison tenant de grands parapluies s'avança instantanément pour nous protéger de la pluie. « Bienvenue à la maison, mademoiselle Olympe. Bienvenue à la maison, mademoiselle Céleste, » dit le majordome principal, en s'inclinant profondément pendant que je sortais du véhicule, berçant ma fille endormie dans mes bras. Je franchis les immenses portes en chêne massif
et entrai dans le grand vestibule familier et majestueux de la maison de mon enfance. Me déplaçant silencieusement dans les couloirs, je portai Céleste à l'étage jusqu'à mon ancienne chambre. Une suite magnifiquement préservée, au ton chaud et réconfortant, et la déposai doucement sur le matelas de plumes. Je remontai la couette sur ses épaules, lui embrassai la joue une dernière fois et fermai la porte sans bruit derrière moi. Lorsque je descendis dans la bibliothèque d'apparat, un feu chaud et crépitant brûlait dans l'immense cheminée en marbre. Debout près du foyer, faisant tourner un verre en cristal de cognac hors d'âge dans sa main, se découpait la silhouette d'un homme grand et élégamment vêtu. « Tu es à la maison Olympe », dit l'homme en se retournant. C'était mon troisième frère aîné Balthazar de Rochechouart. Dans les salles de conseil d'administration impitoyables de Paris, il était redouté comme le souverain de glace, un bourreau financier à sang-froid, capable de démanteler un conglomérat sans sourciller. Mais en me regardant de l'autre côté de la bibliothèque, ses yeux sombres s'adoucirent complètement emplis de la chaleur protectrice et infinie du frère qui m'avait élevé. « Je suis à la maison Balthazar », dis-je, sentant soudainement une boule se former dans ma gorge. « Céleste dort », demanda-t-il à voix basse, posant son verre sur un plateau en argent. « Elle doit être épuisée après une soirée aussi traumatisante. J'ai demandé aux cuisines de préparer du thé chaud et quelques mignardises pour toi. Viens t'asseoir près du feu. » Je me laissai tomber dans un fauteuil en cuir moelleux, face à lui, acceptant la tasse fumante de thé Earl Grey qu'une servante silencieuse m'offrait. L'arôme réconfortant de la bergamote m'enveloppa, faisant fondre le frisson persistant du hall de la Défense. « Merci Balthazar », dis-je en le regardant. « Mais comment as-tu réussi à mobiliser tes forces et à faire adopter ces résolutions du Conseil si incroyablement vite ? C'était presque comme si tu savais exactement ce qui allait se passer ce soir, avant même que je ne fare. T'appelle. » Balthazar fixa les flammes crépitantes, la mâchoire légèrement contractée. Il se pencha vers la table basse, en acajou saisit un épais dossier, relié de cuir, et le posa doucement sur mes genoux. « Il ne s'agissait pas de prédire la soirée d'aujourd'hui, Olympe, » dit Balthazar, baissant la voix d'un ton sombre. « Il s'agissait d'une vigilance continue. Je ne voulais pas briser ton bonheur en 1000 morceaux. Alors je suis resté silencieux pendant des années. Mais ce misérable salaud d'Amaury a commencé à trahir votre mariage dès votre 2e année ensemble. »« Notre 2e année !» murmurai-je la main, tremblant légèrement alors que j'ouvrais la couverture du dossier. À l'intérieur, il y avait une montagne de preuves méticuleusement cataloguées. Des dizaines de photographies de surveillance en haute résolution montrant Amaury entrant dans des hôtels-boutiques et des palaces parisiens avec diverses femmes au cours des 4 dernières années, accompagnées de copies de reçus de cartes d'entreprise pour des bijoux en diamandé, sacs de créateurs de l'avenue Montaigne et des dîners étoilés. Tout était organisé chronologiquement. Amaury croyait sincèrement en ses propres délires de grandeur, dit Balthazar froidement. Il s'était vraiment convaincu que son génie commercial stimulait la croissance d'Horizon Bâtisseurs. La réalité était exactement l'inverse. Depuis le moment où il a été promu à la direction, ses projets d'expansion imprudents et sa gestion incompétente ont fait perdre des millions d'euros à l'entreprise. Mais Amaury rentrait toujours à la maison en célébrant la rentabilité de l'entreprise, dis-je regardant les feuilles de calcul financier dans le dossier, parce que l'empire de Rochechouart subventionnait silencieusement ses échecs depuis l'ombre, répondit Balthazar, un sourire amer effleurant ses lèvres. Gauthier a utilisé son autorité de crédit à la Banque souveraine du patrimoine pour étendre artificiellement les limites d'emprunt d'Horizon, ignorant leur ratio de dette toxique. Et Thibault a ordonné à ses relais à l'Assemblée nationale de diriger les subventions de l'État vers les appels d'offres publics d'Horizon. Nous avons fait tout cela pour une seule et simple raison, pour nous assurer que notre petite sœur reste en sécurité à l'abri du besoin et heureusement mariée à l'homme qu'elle avait choisi. Balthazar tapota le dossier du doigt. Mais pendant que nous versions secrètement des millions d'euros dans son entreprise pour protéger ton mode de vie, ce parasite détournait les bénéfices sociaux vers des comptes offshore secrets pour financer ses maîtresses et ses dépenses personnelles fastueuses. Alors que je tournais la page, une révélation encore plus répugnante me sauta aux yeux.
Les fiançailles tant vantées d'Amaury avec Apolline de Vaucanson n'étaient pas seulement une ascension sociale arrogante, c'était une conspiration criminelle désespérée et calculée. Amaury s'était rendu compte que les commissaires aux comptes se rapprochaient enfin de son plan de détournement de 3 millions d'euros. Dans une tentative désespérée de brouiller les pistes, il avait séduit Apolline avec l'intention d'utiliser le capital propre d'Infrastructures Vaucanson pour boucher les trous béants dans les comptes d'Horizon Bâtisseur avant l'audit annuel. Pendant ce temps, Léopold de Vaucanson avait bêtement cru qu'Horizon Bâtisseur était une étoile montante soutenue par de l'argent mystérieux des banques et il avait hâte de jeter sa fille dans le lit d'Amaury pour sécuriser. Une fusion. Les deux hommes nageaient dans un cloaque d'avidité mutuelle, conspirant activement pour nous jeter Céleste et moi, afin de sauver leur propre peau financière. Nous sommes restés dans l'ombre attendant en silence, le jour où tu verrais enfin à travers son illusion et déciderais de partir, dit Balthazar, les yeux brillants de l'éclat froid et mortel d'un super prédateur en temps. Chasse, tant que tu l'aimais encore, nous avons maintenu l'illusion pour t'éviter d'avoir le cœur brisé. Mais ce soir, ce déchet a osé t'humilier en public et piétiner le dévouement innocent de Céleste. À cette fraction de seconde précise, son délai de grâce protecteur a définitivement expiré. Balthazar prit son verre de cognac et but une gorgée lente. Tout ce qu'Amaury Vasseur croit avoir accompli son titre de dirigeant ses comptes bancaires, sa position sociale, n'était qu'une illusion artificielle construite par la famille de Rochechouart. Et à partir de ce soir, je lui en réclame jusqu'à la moindre miette. Entendre mon frère exposer la profondeur absolue de la dépravation d'Amaury, contrastant avec l'amour illimité et inconditionnel que ma famille avait déployé pour me protéger, submergea mon cœur. Je ressentis un profond sentiment de gratitude envers mes frères, couplé à une détermination de fer à affronter l'avenir sans un seul regard en arrière. Amaury Vasseur et Ludivine Garnier, sur ordre du juge d'instruction du parquet national financier. Vous êtes placés en garde à vue pour abus de biens sociaux, fraude fiscale et détournement de fonds. Gardez vos mains bien en vue. De retour dans le hall du rez-de-chaussée du gratte-ciel de la Défense, les lourdes portes en verre s'ouvrirent violemment une fois de plus. Plus d'une douzaine d'agents de la brigade financière accompagnés de policiers en uniforme inondèrent l'atrium. À la tête de l'équipe se trouvait un commandant chevronné, tenant une liasse de mandats d'amener fraîchement tamponnés. La brigade financière. « Pourquoi êtes-vous là si vite ?» cria Amaury, ses jambes cédant complètement, alors qu'il s'effondrait sur le sol, en marbre mouillé, reculant comme un crabe. Dans le monde de l'entreprise, les enquêtes complexes pour délits financiers nécessitent généralement des mois, voire des années d'audit médico-légal et de bataille de citation à comparaître avant qu'un mandat d'arrêt ne soit émis. Cependant, ici, moins de 2 heures après que ces crimes eurent été exposés, un raid policier à grande échelle était en cours. C'était la démonstration absolue de l'efficacité terrifiante et inégalée du réseau national du député Thibault de Rochechouart et des dossiers de preuves parfaitement préparés par Balthazar. « Ce n'est pas moi. Je le jure devant Dieu. Ce n'est pas moi. C'est elle !» hurla Amaury, pointant un doigt accusateur et tremblant vers Ludivine Garnier, tandis que 2 policiers le relevaient brusquement sur ses pieds. « Je suis le vice-président. Je déléguais toute la gestion comptable à ma secrétaire. C'est elle qui a créé les faux comptes et volé l'argent. Je suis une victime innocente. »« De quoi parles-tu, lâche de salaud ?» cria Ludivine, comme une âme en peine luttant violemment contre les menottes qu'un agent lui passait au poignet. « Tu m'as explicitement ordonné de modifier les bilans trimestriels. Tu as personnellement signé les virements pour acheter mon appartement de Neuilly en guise de pot de vin pour que je ne dénonce pas tes aventures. Commandant, j'ai des copies de chaque email accablant, de chaque note vocale et des reçus bancaires offshore sur mon cloud personnel. Je témoignerai contre lui au procès. Donnez-moi juste un accord avec le procureur. Ferme ta gueule, traîtresse. » Amaury se jeta en avant, tentant de donner un coup de tête au visage de son ancienne secrétaire. Mais les 2 policiers robustes le maîtrisèrent facilement, le plaquant face contre le mur en marbre. « Ça suffit. Gardez vos accusations pathétiques pour le juge d'instruction. » aboya froidement le commandant. «
Nous avons déjà perquisitionné votre bureau et votre résidence principale. Monsieur Vasseur, nous avons les numéros de comptes internationaux et les autorisations falsifiées. Vous risquez 10 ans de prison criminelle. Embarquez-les dans les fourgons. Non, par pitié, pas les menottes. Je suis un dirigeant respecté de Paris. Vous ne pouvez pas m'exhiber devant les médias comme ça. Le claquement froid et lourd de l'acier des menottes policières se referma autour des poignets d'Amaury, avec un écho métallique définitif. À cet instant décisif, la vie glamour et couronnée de succès dont il s'était vanté pendant des années était terminée pour toujours. Apolline de Vaucanson tremblait contre le comptoir de réception, regardant l'homme avec qui elle avait prévu de se marier être traîné vers les portes tournantes comme un vulgaire voyou. Son visage était pâle d'horreur. « C'est un mensonge. Ça doit être un cauchemar, balbutia Apolline de façon hystérique. Il était censé devenir mon mari. Il devait prendre la direction d'Horizon Bâtisseur. Comment peut-il être un vulgaire délinquant? Il n'est rien. C'est un criminel fini et ruiné, rugit Léopold de Vaucanson, attrapant sa fille par le bras et la secouant violemment. Et, à cause de ton arrogance stupéfiante, nous allons couler avec lui. La Banque souveraine vient de nous signifier formellement notre défaut de paiement. Il lance la saisie immédiate de notre siège social, de notre parc de machines et de nos propriétés résidentielles. Saisie, mais papa, qu'en est-il de notre argent? Cria Apolline. La famille de Rochegoire vient de rayer notre crédit de la carte, hurla Léopold, sa voix se brisant de désespoir. D'ici demain après-midi, notre duplex de l'avenue Kléber, notre chalet à Courchevel, nos EUV de luxe, et absolument toutes les robes de créateurs de ton dressing seront saisies par les liquidateurs de l'État. Tu viens de nous jeter au caniveau parce que tu n'as pas su tenir ta langue. Non, je ne peux pas vivre au caniveau. Je fais partie de l'élite. J'ai besoin de mes vêtements de marque. Apolline se jeta sur le sol en marbre, donnant des coups de pied et hurlant dans une véritable crise de nerfs, d'enfant gâté. Mais pas un seul dirigeant ou garde ne lui accorda un second regard. Dans les mathématiques froides et objectives de la haute société parisienne, le nom de Vaucanson était déjà un passif sans valeur. « Olympe, Olympe, je t'en supplie, sauve-moi, pardon, je ferai tout ce que tu veux. » Pendant que les agents baissaient la tête d'Amaury pour le faire monter à l'arrière du fourgon blindé de la police, il tourna son visage vers le ciel pluvieux et hurla mon nom, avec toute la capacité pulmonaire désespérée qu'il possédait. « Laisse-moi voir Céleste. Laisse-moi juste entendre. Céleste, m'appeler papa. Une fois de plus, je t'en prie. » Les lourdes portes de fer du fourgon se refermèrent, coupant ses cris pathétiques pour toujours. La sirène hurla, tandis que le convoi policier s'éloignait du trottoir, disparaissant dans la circulation sombre et pluvieuse de Paris. Le palais doré qu'Amaury et Apolline avaient construit sur des fondations d'arrogance et de trahison avait été intégralement pulvérisé par le pouvoir souverain de la dynastie de Rochechouart, les laissant prisonniers de la cage qu'ils avaient eux-mêmes bâtie. Le lendemain matin, le ciel de Paris était d'un bleu, saphir, éclatant et sans nuages, effaçant la tempête amère de la nuit précédente. Assise dans la véranda de l'hôtel particulier de Saint-Cloud, profitant de la douce lumière du soleil d'automne qui réchauffait le sol, je sirotais tranquillement une tasse de thé noir, tout en jetant un œil à la une du quotidien économique, Les Échos. Un dirigeant d'Horizon Bâtisseur, arrêté dans un scandale de détournement de 3 millions d'euros. La firme est placée en redressement judiciaire et en liquidation. Le titan de la construction infrastructure Vaucanson dépose le bilan après un gel de crédit soudain. La presse financière foisonnait d'articles analysant l'implosion miraculeuse survenue en une nuit de 2 entreprises immobilières de premier plan à Paris. Alors que les analystes sur les chaînes d'information spéculaient sur la volatilité du marché et la restriction de liquidité, seule une poignée de l'élite à l'Assemblée nationale et au CAC 40 connaissait la vérité tacite. Un imbécile avait touché le câble à haute tension du pouvoir français en insultant la famille de Rochechouart. « Tu as bien dormi, Olympe !» Je levai les yeux alors que mon deuxième frère aîné, Gauthier de Rochechouart, pénétrait dans la véranda. En tant que vice-président exécutif de la Banque souveraine du patrimoine Gauthier,
avait une allure impeccable dans son costume bleu marine à rayures diplomatiques. Ses lunettes à monture argentée, captant la lumière du matin alors, qu'il m'offrait un sourire chaleureux et affectueux. « Bonjour Gauthier », dis-je en lui rendant son sourire. « Merci pour tout ce qui s'est passé hier soir. Ça a dû être compliqué de retirer les lignes de crédit d'Horizon Bâtisseur si brusquement. Je ne veux pas que tu fasses l'objet d'un examen réglementaire de la Banque de France à cause de moi. » Gauthier laissa échapper un rire sophistiqué et s'assit dans le fauteuil en osier face à moi. « Un examen, ma chère sœur. Chaque action financière exécutée hier soir a été menée dans le respect strict et inattaquable de la législation bancaire. Au moment où Amaury a ouvert des comptes offshore non déclarés, il a déclenché le défaut de paiement obligatoire et les clauses antifraude intégrées à nos accords de prêt. Nous avons simplement cessé de lui accorder une clémence artificielle. » Gauthier glissa la main dans sa mallette en cuir et en sortit une élégante chemise à rabat portant l'emblème de l'Empire, Rochechouart la posant doucement sur la table basse en verre. Cependant, Olympe, la destruction financière n'était que la phase préliminaire de l'opération, dit Gauthier, les yeux pétillants de fierté fraternelle. Le développement le plus excitant est ce qui s'est déroulé simultanément sur le plan juridique. « Que veux-tu dire ?» demandai-je, penchant la tête avec curiosité, tout en ouvrant le dossier. À l'intérieur se trouvait un ensemble impeccable de statuts d'entreprise, d'extraits CBIS et d'actes de propriété. J'écarquillai les yeux en lisant le nom imprimé en gras avec des lettres dorées en haut du document principal. Atelier Rochechouart, Conception, SARL. Atelier Rochechouart Conception, murmurai-je, le cœur bondissant. Gauthier, c'est exactement le nom du cabinet d'architecture que j'avais fondé à ma sortie de l'école avant de me marier avec Amaury. Exactement, sourit Gauthier. Hier soir, exactement 1 heure avant que Rochechouart Capitaux n'oblige Horizon Bâtisseur à la liquidation, notre division de capital investissement a exécuté le rachat légal des actifs les plus précieux d'Horizon. Nous avons acquis leur brevet d'architecture parasismique de pointe, leur modèle 3D, et les clauses d'exclusivité de leurs 30 meilleurs architectes et ingénieurs structures. Je le regardais avec un étonnement absolu. Vous avez racheté toute leur infrastructure technique. Mais qu'advient-il d'Horizon Bâtisseur? Nous avons laissé Horizon Bâtisseur comme une coquille vide et sans valeur, qui ne contenait rien d'autre que des dettes toxiques et des responsabilités pénales, dit Gauthier, avec un sourire de loup. Quant à Pauline de Vaucanson et son père se vantaient de s'emparer d'Horizon Bâtisseur hier soir, ils se battaient pour un cadavre éviscéré en train de couler. Tout le talent humain et la propriété intellectuelle qui donnaient réellement de la valeur à l'entreprise ont été transférés légalement à l'atelier Rochechouart Conception avant minuit. Une vague de compréhension profonde et exaltante m'envahit. Mes frères ne s'étaient pas contentés de détruire mes ennemis par vengeance. Ils avaient méticuleusement sauvé la véritable valeur saine de l'entreprise et me l'avaient offerte sur un plateau d'argent, me donnant les outils pour reconstruire mes rêves professionnels. « Ce n'est pas tout, Olympe », dit Gauthier en pointant un deuxième document glissé dans la chemise. « Jette un œil au contrat sous les statuts de création. » Je tirai le document. C'était un marché public officiellement autorisé et émis par l'autorité portuaire et le ministère des Transports. Contrat principal de maîtrise d'œuvre et de conception architecturale pour le projet de réaménagement du port de Marseille. Je haletai les mains tremblantes en lisant les termes. Lorsqu'Infrastructure Vaucanson a sombré dans la faillite hier soir, la mairie et les commissions d'infrastructure de l'État se sont retrouvées à chercher désespérément un architecte en chef de remplacement pour diriger l'initiative du vieux port évaluée à 400 millions d'euros, expliqua Gauthier. Notre frère aîné, le député Thibault, a présenté ce matin une recommandation formelle au comité de sélection. Il a recommandé une jeune architecte primée et extraordinairement talentueuse qui avait passé les 6 dernières années cachée dans l'ombre Olympe de Rochechouart. Thibault m'avait recommandé. Des larmes d'une gratitude écrasante commencèrent à perler dans mes yeux. « Olympe, soyons totalement honnêtes l'un envers l'autre », dit Gauthier, se penchant en avant et posant doucement sa main sur la mienne. Au cours des 6 dernières années, tu as sacrifié ta propre carrière brillante pour jouer l'épouse silencieuse et solidaire versant ton génie dans l'entreprise d'Amaury.
chacun des gratte-ciels commerciaux récompensés et des plans d'urbanisme dont Amaury s'est attribué le mérite ces 3 dernières années, en réalité. C'est toi qui les dessinais tard le soir sur la table de la salle à manger, pendant qu'il faisait la fête. Je me mordis la lèvre inférieure incapable de nier ces paroles. Chaque fois qu'Amaury avait été confronté à une date limite de conception critique ou à un défi structurel complexe qu'il n'était pas assez intelligent pour résoudre, j'étais restée éveillée jusqu'à l'aube, rédigeant les plans pour lui sans rien demander en retour si ce n'est son succès. Il avait volé mon travail intellectuel, l'avait présenté au marché parisien comme son propre génie, puis avait utilisé ce même succès pour me qualifier de fardeau inutile et sans éducation. « Tu n'as plus jamais à te cacher dans l'ombre, ma chère sœur, » dit Gauthier à voix basse, sa voix emplie d'une foi inébranlable. « Il est temps que le monde voie qui était véritablement le génie derrière Horizon Bâtisseur. Il est temps que tu construises ta propre ligne d'horizon sous ton propre nom. Je sais pertinemment que Céleste sera infiniment plus fière d'une mère qui dirige le projet de développement urbain le plus grandiose du pays que d'une mère qui souffre en silence. » La chaude lumière du soleil matinal filtrait à travers les vitres de la véranda, illuminant la ligne de signature claire, et en gras du contrat de l'État qui attendait mon nom, Olympe de Rochechouart, directrice générale. Je fermai les yeux, pris une profonde inspiration pour me recentrer et sentis les dernières chaînes de mon erreur de 6 ans se briser complètement. Les années que j'avais sacrifiées avaient disparu. Mais en me tenant ici, baignée dans la chaleur de l'amour de ma famille, je savais que le véritable et glorieux avenir de Céleste et le mien venait tout juste de commencer. 1 mois plus tard, au 45e étage d'un gratte-ciel en verre ultramoderne à La Défense, offrant une vue panoramique sur l'immensité de Paris, se trouvait le siège social nouvellement établi de l'atelier. Rochechouart Conception. Mademoiselle de Rochechouart, l'équipe d'ingénierie structurelle vient d'envoyer les plans de charge révisés pour le pavillon de loisirs de l'Oasis du Port, dit un chef de projet en me tendant une tablette numérique. De l'autre côté de l'élégante table de réunion. Les commissaires de l'État ont examiné vos rendus 3D des façades extérieures ce matin et sont absolument ravis du design. « Excellent travail, David », dis-je en examinant les schémas avec un œil professionnel averti. S'il vous plaît, donnez des instructions à l'équipe de dessin technique pour finaliser les modèles CAO d'ici jeudi après-midi afin que nous puissions lancer les fouilles sur le chantier comme prévu. Vêtue d'un élégant tailleur pantalon bleu, marine de coupe impeccable, les cheveux coiffés de manière nette et sophistiquée. Je projetais l'autorité indéniable d'une dirigeante de premier plan. Toute trace de la femme au foyer timide et modeste qui était restée sous la pluie il y a 1 mois avait complètement disparu, remplacée par une femme confiante et puissante à la tête d'une renaissance urbaine chiffrée en centaines de millions. Regarde maman, regarde mon dessin. Depuis le coin de mon bureau spacieux, où j'avais installé une zone de jeu pour enfants et un studio d'art lumineux et coloré qui lui était dédié, ma fille de 6 ans accourut vers mon grand bureau en acajou. Céleste portait une jolie robe jaune les joues roses et le sourire aux lèvres tenant une grande feuille de papier à dessin. Dessus, tracé au crayon de couleurs vibrants, figurait un immense gratte-ciel aux couleurs de l'arc-en-ciel, avec 2 bonshommes allumettes se tenant la main, tout en haut sous un grand soleil jaune. « C'est magnifique, ma chérie !» Je souris jusqu'aux oreilles, la prenant dans mes bras et la faisant tournoyer. En écoutant son rire clair et cristallin résonner dans le bureau, je sus que tout le traumatisme et la terreur de cette sombre nuit d'automne s'étaient complètement évanouis de son cœur innocent. Entourée par la protection féroce de ses oncles et la sécurité de notre nouvelle vie, elle s'épanouissait dans sa nouvelle école privée à Paris. Juste au moment où je reposais Céleste par terre pour qu'elle continue de peindre la lourde porte en verre de mon bureau, s'ouvrit et ma réceptionniste entra le visage contorsionné par une profonde gêne. « Excusez-moi, mademoiselle de Rochechouart », dit la réceptionniste avec hésitation. « Il y a un individu au comptoir de sécurité du rez-de-chaussée qui demande une audience urgente et immédiate avec vous. Il n'a pas de rendez-vous, mais il prétend s'appeler Amaury Vasseur. » À l'instant où ce nom pénétra dans la pièce, l'atmosphère détendue de mon bureau s'évapora.
Monsieur Morvan, qui se tenait près de la fenêtre pour revoir les protocoles de sécurité, s'avança instantanément vers mon bureau, ses yeux se durcissant comme de l'acier. Dois-je donner l'ordre à la sécurité du bâtiment de l'expulser physiquement des locaux Mademoiselle de Rochechouart demanda froidement Monsieur Morvan. Ou préférez-vous que je demande à la police d'envoyer une unité pour l'arrêter pour violation des conditions de son contrôle judiciaire? Je regardais, par les baies, vitrées vers l'horizon parisien étincelant sans temps, calme, profond et absolu, s'installer dans mon esprit. Non, Monsieur Morvan, répondis-je à voix basse. Laissez-le monter. Il est temps de clore ce chapitre de ma vie une bonne fois pour toutes. 5 minutes plus tard, les lourdes portes en chêne de mon bureau s'ouvrirent. Au moment où l'homme franchit le seuil, mes chefs de projet et le personnel altèrent dans un choc collectif. L'homme qui se tenait devant nous était une coquille absolument méconnaissable de l'élégant dirigeant qui s'était pavané à la Défense dans un smoking sur mesure 1 mois auparavant. Amaury Vasseur ressemblait à un vagabond qui venait d'être traîné hors d'une ruelle. Il portait un costume de grand magasin sale et froissé taché de sueur et de crasse. Ses cheveux étaient emmêlés et gras. Son visage était couvert d'une barbe inégale et négligée, et ses joues étaient creusées et émaciées par le manque de nourriture. Ses yeux étaient injectés de sang et scrutaient frénétiquement les tâches de direction magnifiques avec un désespoir maniaque et fébrile. Après sa mise en examen, Amaury avait été contraint de liquider ses maigres comptes d'épargne cachés restants, juste pour payer la caution de sa liberté provisoire. Mais avec Rochoir Capitaux, poursuivant la saisie civile de ses actifs, et le PNF, bloquant ses comptes, il était complètement ruiné, expulsé de son appartement et dormait sur le canapé d'un ami dans l'attente de son procès. Pénal. Olympe, halta Amaury, fixant ses yeux sur moi, assise derrière l'immense bureau en acajou. Il fit 2 pas chancelants en avant et tomba à genoux sur l'épaisse moquette, les larmes s'accumulant dans ses yeux enfoncés. Olympe, mon Dieu, regarde-toi. Tu es absolument éblouissante. Tu ressembles à une reine. Il tendit ses mains tremblantes et sales vers mon bureau, essayant de ramper en avant. Mais Monsieur Morvan s'interposa instantanément sur son chemin, plaçant fermement une chaussure en cuir cirée contre l'épaule d'Amaury pour stopper son avancée. « Gardez vos distances avec la directrice Monsieur Vasseur », aboya Morvan, sa voix dégoulinant de menaces. « Un pas de plus, et je vous neutralise physiquement. Olympe, je t'en prie, tu dois m'écouter, » sanglota Amaury, appuyant son front contre la moquette dans une humiliation abjecte. J'ai été un idiot absolu, aveugle et arrogant. Lors de la phase de communication des pièces pénales, mes avocats m'ont montré les registres de conception d'Horizon Bâtisseur. Les magistrats ont prouvé que tous les plans architecturaux primés que j'ai présentés ces 3 dernières années provenaient de ton adresse IP personnelle. Tu étais le véritable génie. Tu étais celle qui générait tous les revenus. Il releva son visage taché de larmes, me regardant avec un désespoir frénétique et obsessionnel. Depuis le moment où tu m'as quitté, je n'ai pas été capable d'esquisser un seul concept commercial viable. Je ne suis rien. Sans ton cerveau, Olympe, j'ai besoin de toi. Ma vie, ma carrière, ma santé mentale. Je ne peux pas survivre sans ton amour et ton talent. J'appuyais mes coudes sur le bureau, en acajou poli, et posais mon menton sur mes mains entrelacées, le regardant avec des yeux aussi froids que de l'azote liquide. Même maintenant confronté à la prison et à la ruine absolue, toutes ses excuses étaient entièrement centrées sur ses propres besoins pathétiques, sur sa propre carrière et sur sa propre survie. « Olympe, recommençons à zéro !» supplia Amaury, en essuyant la morve et les larmes de sa barbe avec sa manche sale. « Nous sommes mari et femme. Nous avons Céleste. Une petite fille a besoin de son père pour grandir. Je jure sur ma vie que j'ai changé. Je serai le mari le plus dévoué et le plus humble du monde. Nomme-moi simplement vice-président de l'atelier Rochechouart Conception, avec ton génie architectural et mon expérience commerciale. Nous pouvons dominer le marché immobilier parisien ensemble. » En écoutant sa fantaisie égoïste et délirante, je ne pus même pas rassembler l'énergie d'être en colère. C'était véritablement un être pathétique et irrécupérable. Si. Je me levai lentement de mon siège.
fit le tour de la table en acajou et m'arrêtait à 1 mètre de l'endroit où il était agenouillé. Je le regardais de haut et prononçais exactement les mêmes mots qu'il m'avait crachés dans le hall 1 mois plus tôt. « Amaury, tu délires complètement », dis-je, ma voix résonnant avec une précision cristalline et glaciale dans le bureau silencieux. « Crois-tu sincèrement qu'un délinquant sans éducation et ruiné, qui risque la prison comme toi, a sa place dans une entreprise de l'élite? Une femme de mon rang exige un partenaire doté d'éthique, de force et de position, pas un parasite pathétique. » La mâchoire d'Amaury tomba, ses yeux s'ouvrant d'une horreur totalement paralysante, alors que ses propres mots cruels lui étaient renvoyés en pleine figure. « Olympe, non. Je t'en prie, ne dis pas ça. Notre procédure de divorce a été officiellement finalisée par un juge aux affaires familiales de Paris hier matin, continuai-je froidement. J'ai obtenu la garde légale et exclusive de Céleste. Tu as été déchu de tous tes droits parentaux. De plus outre, ta condamnation imminente à 10 ans de prison pour détournement et fraude, l'équipe du contentieux civil de Rochechouart-Capitaux a obtenu un jugement définitif contre toi pour 3 millions d'euros au titre de la restitution, plus 5 millions d'euros de dommages et intérêts pour vol de propriété intellectuelle. Je me penchai légèrement en avant, mes yeux perforant son âme. Même si tu te déclares insolvable, les condamnations pour fraude ne s'effacent pas comme ça. Quand tu sortiras enfin de prison en rampant vieil homme, tu passeras le reste de ta misérable existence à faire des travaux manuels au SMIC, juste pour payer les intérêts de ta dette envers ma famille. Tu vivras et tu mourras tout au fond du caniveau. Ma sentence glaciale le frappa comme un ordre d'exécution physique. Tout le corps d'Amaury se mit à trembler violemment. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit, à part un halètement rauque et saccadé, tandis que des larmes de désespoir absolu et sans espoir coulaient sur ses joues. L'homme qui s'était autrefois vanté de sa supériorité était finalement pris au piège du même enfer inéluctable auquel il avait voulu nous condamner, ma fille et moi. « Non, non, Olympe, ne m'abandonne pas, je vais mourir en prison !» hurla Amaury, se jetant en avant comme un fou pour attraper mes talons de créateur. Mais avant que ses doigts sales ne puissent même effleurer mes chaussures, la lourde botte tactique de M. Morvan s'abattit avec une force écrasante sur le poignet d'Amaury, immobilisant son bras contre la moquette. « Crac! Ah !» hurla Amaury de douleur pure. « Vous aviez été explicitement averti, monsieur Vasseur, » dit froidement Morvan. Il fit un signe aux 2 imposants agents de sécurité du bâtiment qui attendaient près de la porte. « Jetez cet intrus criminel hors du bâtiment immédiatement. S'il tente de résister ou revient dans un rayon de 100 mètres autour de ce gratte-ciel, prévenez la police pour qu'il aille directement au dépôt. » Les 2 agents de sécurité attrapèrent Amaury par les aisselles, soulevant son corps inerte et sanglotant du sol et le traînant sur le dos vers les ascenseurs. « Olympe, sauve-moi, Céleste! Dis à ta maman de sauver papa Céleste !» cria Amaury, agitant les jambes sauvagement alors qu'il était traîné sur le sol poli. Céleste ne leva même pas les yeux de son livre de coloriage. Elle fredonna simplement un petit air joyeux, ignorant complètement les lamentations pathétiques de l'étranger qui était expulsé de nos vies. Les portes en chaîne se refermèrent, coupant ses cris pour la dernière fois. Quelques minutes plus tard, en bas, sur l'esplanade grouillante de la Défense, les passants et les employés de bureau s'arrêtèrent pour regarder la sécurité du bâtiment. Jeter l'individu crasseux et pleurnichard sur le béton, froid du parvis. « Eh, ce ne serait pas Amaury Vasseur, le type qui a détourné 3 millions à Horizon Bâtisseur ?» demanda un jeune analyste financier en sortant son portable pour filmer la scène. « Mon Dieu, c'est bien lui. »« Regarde-le, on dirait un clochard », rit un autre passant, prenant des photos qui allaient devenir virales immédiatement sur les réseaux sociaux parisiens. L'homme qui avait autrefois été obsédé par son prestige social élitiste n'était plus qu'un spectacle public d'humiliation absolue et permanente. De retour dans la tranquillité de mon bureau au 45e étage, M. Morvan s'approcha de moi avec un rapport imprimé à la main. « Mademoiselle de Rochechouart, si cela vous intéresse, j'ai les dernières mises à jour concernant les autres personnes impliquées dans l'incident du mois dernier, » dit-il, respectueusement. « Allez-y, Monsieur Morvan, dis-je en regardant la ville. Suite à la liquidation judiciaire d'urgence d'infrastructure Vaucanson, Apolline de Vaucanson et son père ont été dépouillés de tous leurs biens personnels, comptes bancaires
et propriétés résidentielles par les créanciers de l'État, lut Morvan sur le rapport. Mademoiselle de Vaucanson réside actuellement dans un sous-sol délabré à Aubervilliers pour survivre. L'ex-héritière travaille des horaires de 12 heures comme plongeuse et ramasseuse de verre pour le SMIC dans un bar graisseux de Seine-Saint-Denis. Selon notre surveillance sur le terrain, elle s'effondre en larmes chaque jour dans la cuisine du restaurant, se plaignant de ses mains abîmées. « Et qu'en est-il de Ludivine Garnier ?» demandai-je froidement. Mademoiselle Garnier a plaidé coupable des charges d'abus de biens sociaux et de fraude la semaine dernière lors de sa comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dans une tentative ratée de s'assurer une réduction. « De peine, » répondit Morvan avec un sourire sec. Le juge a rejeté sa demande de clémence et l'a condamnée à 8 ans de réclusion criminelle ferme sans possibilité de libération conditionnelle anticipée. Sa carrière professionnelle est définitivement terminée. Je hocha lentement la tête, sentant un profond et pur sentiment d'achèvement laver mon âme. Il s'était enivré de l'illusion du pouvoir écrasant ceux qu'il croyait en dessous d'eux pour le frisson de leur arrogance à bon marché. Mais au moment où il s'était heurté à la véritable force inébranlable de l'empire de Rochechouart, leur château de sable avait été balayé sans laisser la moindre trace. « Les ordures ont été complètement retirées de votre vie, mademoiselle de Rochechouart, » dit Morvan en inclinant la tête. « Merci, monsieur Morvan, et s'il vous plaît, exprimez mon amour et ma gratitude les plus profonds à mes frères, » dis-je à voix basse. Mais à partir de cet instant, je vais suivre mon propre chemin. Pas seulement en tant qu'héritière de Rochechouart, mais en tant qu'Olympe de Rochechouart, architecte et maire. Je m'éloignai de la fenêtre et me dirigeai vers le coin ensoleillé de la suite où Céleste terminait son œuvre d'art. Je m'agenouillai à côté de sa petite table et contemplais le dessin vibrant de notre futur gratte-ciel. « C'est le nouveau bâtiment que maman est en train de concevoir sur le port Mon-Cœur », demandai-je en caressant ses cheveux doux. Céleste sourit de toutes ses dents, pointant avec son crayon de couleur les 2 bonshommes allumettes souriant au sommet de la tour. « C'est toi et moi, maman, debout tout en haut du monde, là où personne ne pourra plus jamais être méchant avec nous. » « Tu as tout à fait raison, mon amour, » chuchotai-je en roulant mes bras autour d'elle et la serrant fort contre mon cœur. « Maman va construire les bâtiments les plus solides et les plus beaux du monde entier pour toi. Nous ne laisserons plus jamais personne nous regarder de haut. » En tenant ma fille dans mes bras regardant l'horizon infini de Paris, je ressentis une vague écrasante de triomphe pur et inébranlable. Les parasites qui s'étaient nourris de ma gentillesse avaient été jetés dans les ténèbres qu'ils méritaient. Pendant ce temps, Céleste et moi restions en sécurité dans la lumière, prêtes à bâtir un avenir magnifique de nos propres mains. 3 ans plus tard, par une brillante et ensoleillée après-midi de fin de printemps, une brise douce et rafraîchissante soufflait depuis la mer transportant l'odeur iodée et le parfum des cerisiers en fleurs le long des quais. Marseille, majestueuse sur le littoral, se dressait une œuvre d'art architecturale époustouflante, composée de courbes organiques, amples en verre et en bois, durables et chaleureux. L'oasis du port, nouvellement achevée. Ce n'était pas une autre tour de bureau stérile construite pour les milliardaires du CAC 40. C'était un sanctuaire civique révolutionnaire de 400 millions d'euros, conçu de A à Z pour servir les citoyens français. Le vaste complexe comprenait un pavillon éducatif immersif pour les enfants sur plusieurs étages, une crèche publique avant-gardiste dotée de technologies de pointe pour les parents qui travaillaient et de sereins jardins botaniques où les personnes âgées et les jeunes familles pouvaient s'asseoir ensemble et regarder les voiliers glisser sur l'eau du vieux port. Aujourd'hui avait lieu la grande cérémonie d'inauguration et la place principale débordait de centaines de citoyens, acclamant de dirigeants municipaux d'officiels et de journalistes internationaux spécialisés en architecture. Mademoiselle de Rochechouart, Olympe. Par ici, Mademoiselle de Rochechouart. La presse architecturale internationale qualifie l'oasis du port de la réalisation d'urbanisme la plus significative en France depuis un siècle. Que ressentez-vous en voyant votre vision accomplie? Des dizaines de microphones et d'objectifs d'appareils photo étaient braqués dans ma direction, alors que je me tenais sur la scène de présentation, vêtue d'un éblouissant tailleur sur mesure en soie blanche.
En contemplant la foule en liesse et les enfants joyeux qui jouaient déjà dans les jardins de la place, je sentis une chaleur profonde et humble emplir ma poitrine. Je souris chaleureusement aux journalistes, répondant à leurs questions avec la grâce et la confiance inébranlable d'une femme qui avait conquis son monde à la perfection. Olympe, tu as réussi. Nous sommes incroyablement fiers de toi. Se frayant un chemin à travers la mer d'invités et de dirigeants politiques, 3 hommes grands et imposants montèrent sur scène et m'enveloppèrent dans une étreinte collective écrasante. C'étaient mes frères, le ministre Thibault de Rochechouart, le vice-président de la Banque souveraine Gauthier de Rochechouart et le PDG de Rochechouart Capitaux Balthazar de Rochechouart, les 3 titans les plus puissants et redoutés de l'élite politique et financière de France, avaient mis de côté leurs audiences parlementaires, leurs réunions de conseil et leurs fusions internationales juste pour se tenir sur une scène publique et célébrer le triomphe de leur petite. « Sœur, merci d'être venue Thibault Gauthier Balthazar », ris-je essuyant une larme de bonheur alors que Thibault m'embrassait sur la joue. « Tu plaisantes. Nous n'aurions manqué ça pour rien au monde. Olympe, dit Thibault, dont le visage habituellement austère de politicien rayonnait d'une joie pure et débridée. Me promener dans ce pavillon aujourd'hui et voir les vies que ton génie va toucher est ma plus grande fierté dans toute l'histoire de notre famille. Le financement de cette installation est déjà étudié comme une masterclass dans les écoles de commerce européennes, sourit Gauthier, en ajustant ses lunettes à monture argentée. Tu as prouvé que la véritable brillance n'a pas besoin de se cacher derrière le nom de qui que ce soit d'autre. Balthazar fit un pas en avant, ses yeux sombres brillant d'une affection profonde et silencieuse, alors qu'il pressait mes épaules. Tu as pris la pire douleur qu'une femme puisse endurer, Olympe, et tu l'as transformée en un monument de force et de beauté. Tu es la maîtresse incontestée de ton propre destin. Maman, une voix brillante et joyeuse résonna sur toute la scène. Je me retournai juste à temps pour attraper ma fille de 9 ans, alors qu'elle courait dans mes bras. Céleste avait grandi pour devenir une très belle jeune fille, avec des yeux brillants et intelligents, et un esprit inébranlable. Vêtue d'une magnifique robe de cérémonie en dentelle blanche, assortie à mon tailleur, elle ressemblait à une petite princesse, alors qu'elle me regardait avec un sourire radieux. Entre ses mains, elle tenait soigneusement un petit et élégant écrin à bijoux en velours bleu marine. « Joyeuse inauguration, maman !» annonça fièrement Céleste, sa voix résonnant dans les micros voisins. « J'ai un cadeau spécial pour toi. J'y ai travaillé pendant des mois. »« Un cadeau pour moi, chérie ?» demandai-je en m'agenouillant sur la scène pour être à sa hauteur. Céleste hocha la tête avec enthousiasme et ouvrit le couvercle de velours. À l'intérieur, reposant sur un lit de satin blanc, se trouvait un époustouflant pendentif en or massif, sur mesure suspendu à une chaîne fine et scintillante. En m'approchant, mon souffle se coupa dans ma gorge. Le pendentif en or était une réplique exacte et parfaite du visage maladroit et souriant du collier en papier qu'Amaury avait écrasé sous sa chaussure il y a 3 ans dans le hall de la Défense. « J'ai économisé tout mon argent de poche pendant 2 années entières, maman, » expliqua Céleste, ses yeux pétillants resplendissant d'amour inconditionnel. Et puis j'ai demandé à oncle Gauthier de me présenter au meilleur bijoutier de la place Vendôme pour que nous puissions couler mon ancien dessin dans du vrai or massif. Elle tendit la main et toucha doucement le pendentif en or étincelant. Je me souviens quand ce méchant monsieur a écrasé mon collier en papier et nous a fait pleurer. Ça m'a rendu très, très triste. Alors, je voulais te donner une vraie médaille en or très solide aujourd'hui, maman. Parce que tu as travaillé plus dur que quiconque dans le monde entier et que tu as construit l'endroit le plus magique de France. Maintenant, tu as un collier que personne ne pourra jamais, jamais briser. En écoutant les mots magnifiques et purs de ma fille de 9 ans, les vannes émotionnelles de mon cœur s'ouvrirent complètement. Des larmes de joie pure et écrasante coulèrent librement sur mes joues, captant la lumière brillante du soleil de l'après-midi. « Oh, ma douce et courageuse petite fille !» Merci, sanglotai-je de bonheur en roulant mes bras autour d'elle et la serrant fort contre ma poitrine. C'est le trésor le plus précieux de tout l'univers. Je le chérirai pour toujours et à jamais. Céleste rit joyeusement, prit la délicate chaîne en or de la boîte
et l'attacha soigneusement autour de mon cou. Le pendentif en or massif reposait sur mon cœur brillant, avec éclat contre la soie blanche de mon tailleur, symbole permanent, et radieux de notre résilience, de notre triomphe et de notre lien indestructible. Je me relevais tenant la main de Céleste fermement, tandis que mes 3 grands frères s'approchaient pour nous encadrer de part et d'autre. Ensemble, nous nous tenions sur la scène de la grande place, regardant les eaux scintillantes de la mer Méditerranée, alors que le soleil doré de l'après-midi baignait la côte d'une lueur chaleureuse et triomphale. Nous avions traversé la tempête de la trahison et de l'humiliation amère et glaciale, refusant de laisser la cruauté des autres briser notre esprit. Et maintenant, debout ensemble, sous le rayonnement éclatant de notre propre création, nous avancions vers un avenir infini et illimité, fortes unies et véritablement intouchables pour le reste de nos jours.